Avant de démarrer cette matinale avec nos 3 experts de la seconde main, on va pas se définir experts nous deux, j'aimerais déjà remercier toutes les équipes qui ont participé à l'organisation de cette matinale. Bon, les équipes d'Origami, merci à tous, les équipes de The Trace et les équipes d'Euratech pour ce lieu qui est très sympathique pour ce genre de matinale. Donc l'idée, tout d'abord, ça va être de vous présenter un peu Origami, de vous présenter The Trace et surtout de vous présenter également le but de cette matinale, ce qu'on va pouvoir vous faire découvrir et vous faire vraiment donner envie d'aller sur la seconde main. Et je voulais juste aussi vous remercier, vous d'être venus en nombre. Ça nous fait très chaud au cœur, on est très content que vous soyez avec nous. Alors, présentation rapide, je prends la suite. Donc, moi je suis dans le cabinet The Trace, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans le e-commerce, commerce digital. Et je m'occupe, alors je suis principal consultant et aussi en charge de la RSE. Le cabinet, et vous allez le voir dans les slides qui vont venir, en train de se transformer aussi pour reprendre les enjeux. On a longtemps travaillé sur la transformation digitale des entreprises et des modèles de commerce. Et là, on a des enjeux encore plus importants qui sont d'ores et déjà urgents. Et c'est une transformation qui n'est pas opportuniste, qui est vraiment au cœur de notre activité. Et donc pour ma part, je suis Julien Bruit, CEO et cofondateur d'Origami Marketplace. On peut aller sur la prochaine slide rapidement sur Origami Marketplace. Nous, on est éditeur de solutions de place de marché, de plateformes. Et on va avoir vraiment cette connotation vers l'économie circulaire, c'est comment on va accompagner les annonceurs, les entreprises, les retailers vers cette nouvelle économie qui devient urgente sur 2 aspects. Déjà, le premier aspect, c'est les consommateurs. Ils demandent de plus en plus à pouvoir profiter de produits reconditionnés, de produits qui ont déjà été utilisés. Pour un impact d'abord prix, il ne faut pas se leurrer sur le premier point, on est en période d'inflation, les gens recherchent un signal prix, et le deuxième point aussi, on est quand même on n'a qu'une seule planète et le but c'est de la préserver au maximum, de pouvoir continuer à prôner la bonne parole de l'économie circulaire. Donc Origami, on est une entreprise de 25 personnes, on a déjà accompagné plus d'une 50aine de clients sur des dimensions très diverses, à la fois effectivement des plateformes de mise en relation entre particuliers. On a l'exemple avec Biked qui nous fait l'honneur de venir de Lyon pour partager sa vision de la seconde main. On a aussi accompagné des entreprises dans le linéaire, c'est-à-dire ce qu'on connaît habituellement des places de marché, le B2C, le B2B, mais toujours avec cette volonté. Si un client rentre chez nous par le B2C pour faire une extension de gamme, c'est lui donner un peu cette idée de comment je vais pouvoir ensuite activer l'économie circulaire sur ma plateforme. Et donc l'entreprise a 8 ans. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on est au départ spécialiste de l'accompagnement des transformations digitales du commerce. Et on a redéfini en 2022 notre raison d'être pour y intégrer au cœur le fait de... Alors, on ne renonce pas au fait de vous rendre performant dans vos modèles de commerce digitaux, mais aussi de le permettre que ce soit fait dans un monde en contrainte et donc que ce soit durable. On a une vingtaine d'années d'expertise dans le commerce digital. Dans cette mutation qu'on est en train d'opérer, à marche forcée, on va se former à tout ce qui est nécessaire comme nouvelles compétences de maîtriser, notamment... Alors, entre autres, le Green IT, mais aussi les bilans carbone, et puis d'autres outils comme les fresques. Ça, c'est plutôt des outils de sensibilisation. On est fiers d'avoir pu lancer une centaine de nouveaux business models, notamment sur des marketplaces, et d'avoir accompagné la croissance de nos clients sur la GMV des marketplaces, notamment qu'on a eu l'honneur de pouvoir cadrer avec nos clients. Je vais aller très vite, mais il y a 3 grands domaines d'activité, l'innovation et les nouveaux modèles, dans lesquels on va trouver l'économie circulaire. On reste, dans notre barycentre, capable de vous accompagner sur la structuration de tous vos modèles de marketplace et les modèles alternatifs. Et puis on vous aide également en termes d'outils, d'outillage, de plateformes, de choisir les meilleurs. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on est avec Origami.
2 petites missions. Alors, c'est pas les 2 seules qu'on a fait en 2023, mais c'est 2 qui sont un peu emblématiques de la transformation qu'on est en train d'opérer et de celle de nos clients. Jules, que vous connaissez, et donc qu'on a accompagné pour voir dans quelle mesure l'offre de seconde vie doit être mise en œuvre, donc avec différents outils méthodologiques. Et Carter Cash, qui est dans une transformation très profonde de son modèle, face à l'arrêt, la mort programmée des moteurs thermiques, en fait, crée un stress très fort dans leur business model, et donc il faut les accompagner dans une transformation de long terme, et vraiment, là, ça dépasse clairement le cadre du digital. Alors, peut-être pour on s'est longuement présenté, mais on ne vous a pas trop présenté, donc je te laisse présenter nos invités. Je vais présenter les invités au fur et à mesure. Juste avant, un petit point aussi sur la genèse de cette matinale. Pourquoi on a voulu faire cette matinale avec The Trace ? Simplement parce que les changements de consommation demandent à ce qu'on ait un vrai écosystème puissant. Donc de pouvoir travailler avec des entreprises qui vont pouvoir accompagner les enseignes sur chaque pan. Donc là, on a l'exemple avec The Trace qui va pouvoir accompagner les enseignes sur l'idéation du projet, sur la mise en œuvre. Nous, d'un point de vue technique, comment on peut accompagner. On a aussi pas mal d'autres partenaires. On parlera également de Recom sur des aspects plus logistiques. Et donc c'était vraiment un vœu très fort de la part de nos équipes et de pouvoir avoir un acteur qui puisse nous accompagner sur cette matinale. Et on est très fiers de pouvoir le faire avec le cabinet The Trace. Et pour aller sur les personnes plus importantes de cette matinale, je vais d'abord présenter Olivier. Je vais te laisser te présenter. Donc, Olivier Roche, qui est le fondateur, qui a une belle histoire intrapreneuriale aussi. C'est ce qui est fort aussi, c'est que Olivier a impulsé le changement dans son entreprise de l'intérieur. Et je te laisse te présenter justement pour expliquer ce que tu as déjà pu faire et ce que tu as pu accomplir. Très bien, merci. Merci aussi pour le coup de m'accueillir. Je trouve ça chouette de partager un feedback et une expérience. Donc oui, je suis Olivier Roche. J'ai fondé Byte, comme Julien l'a précisé, à l'intérieur même de la structure dans laquelle j'étais directeur marketing. La structure, c'était probikeshop.com, un pure player e-commerce assez important qui faisait à peu près un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et effectivement, évoluant dans ce marché-là, j'ai constaté assez rapidement que le marché de la seconde main était assez peu adressé. Et du coup, j'ai lancé ce projet-là il y a maintenant presque 3 ans. Voilà, moi je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus en détail, mais voilà le contexte. Et donc à la droite d'Olivier, nous avons Guillaume qui est le fondateur de Recom. On a souhaité aussi avoir Guillaume autour du panel pour faire le pont entre le digital incarné par Olivier et le physique que tu incarnes depuis la fondation de Recom. Donc si tu peux présenter rapidement qui tu es et ce que tu fais chez Recom. Oui, bien sûr, bonjour à tous. Donc je m'appelle Guillaume, je suis le fondateur de Recom. C'est une société que j'ai créée il y a maintenant 18 mois. Le principe de Recom, très rapidement, c'est vous êtes tous sensibilisés à la seconde vie. Il y a des initiatives qui existent partout autour de vous, des marketplaces évidemment, des apps, des sites internet, voilà. Le point commun de toutes ces initiatives, c'est que personne ne s'est vraiment posé la question opérationnellement, comment est-ce qu'on fait pour gérer ces flux ? Comment est-ce qu'on fait pour les récupérer, pour les contrôler, pour les identifier de manière unique, les revaloriser, etc., etc. Donc toute la reverse logistique, mais aussi toute la revalorisation des produits, qui est un élément indispensable à la fois pour l'exécution de la seconde main, mais aussi pour des notions de rentabilité. Okay, donc on y reviendra tout à l'heure, mais moi c'était vraiment ce qui était important pour moi de lancer un projet dans la seconde main pour axer aider les marques et les retailers à se lancer avec cette notion d'opération. Très rapidement, moi ma vision de la seconde main à long terme, c'est l'ouverture des gisements. On en a parlé tout à l'heure, il y a un vrai sujet sur les gisements, et notamment parce qu'on sait que parfois on récupère des produits qui aujourd'hui ne sont pas revalorisables dans un sens économique du terme. Moi, ma vision, c'est que de plus en plus, il va falloir accepter ces gisements et trouver les manières de les revaloriser et de trouver des débouchés. Voilà, donc ça implique plein de choses d'un point de vue industriel, évidemment, et on aura l'occasion d'en reparler.
Et donc, on a le plaisir d'avoir Nicolas Hénon avec nous. Donc, Nicolas, tu es cofondateur d'un nouveau cabinet qui s'appelle Chapter 2. Tu as une grande expérience du retail. Je vais te laisser en préciser un petit peu tout ce que tu as fait dans ta vie professionnelle jusqu'à présent. Et donc, Chapter 2 accompagne aussi un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans des transformations, on dirait, vraiment au cœur de leur modèle, mais aussi de leur culture. Et donc voilà, je te laisse peut-être développer un petit peu ta présentation et aussi nous dire, comme l'a fait Guillaume, ta vision un petit peu de la seconde main, de comment tu places la seconde main dans l'équation qui est celle d'aujourd'hui. Très bien. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Très rapidement, moi j'ai passé une vingtaine d'années dans la grande distribution, principalement chez Kiabi, avec une petite équipe là. Voilà, j'ai eu la chance de vivre tous les métiers dans cette entreprise et de diriger cette belle entreprise pendant quasiment 6 ans. Derrière 4 années d'entrepreneuriat, à la fois dans un fonds d'investissement où je m'occupais de tous les investissements de consommation durable et de décarbonation. Voilà, donc d'où ma présence aujourd'hui, apporter un peu de sérieux me concernant, d'accord, parce qu'on se demandait ce que je faisais là quand même. Et voilà, à côté de ça, pas mal d'entrepreneuriat également. On a cofondé quelques associés une start-up qui s'appelle Moom, qui gère les placards dans les maisons pour maximiser l'accès au gisement. Co-créé une école de la transition écologique qui s'appelle Les Nouveaux Géants également, qui est sur Paris. Et voilà. Et puis cet été, prise de conscience sur le fait de donner encore plus de temps à la transition écologique. Et on a cofondé Chapter 2 avec Michael ici présent. Alors qui est pas un cabinet à proprement dit. J'insiste là-dessus parce que il y a de très beaux cabinets aujourd'hui qui accompagnent les entreprises dans leur approche de trouver des solutions opérationnelles pour répondre à ces enjeux de circularité, dont la seconde main. Et nous, on s'est plutôt positionné à un endroit où on sentait qu'il y avait un besoin. Aujourd'hui, les DG sont confrontés à une vraie complexité dans la transformation de leur entreprise. Il y a une crise du run et il y a un nouveau build à construire autour de tous ces sujets de la transition écologique, mais pas que. Voilà, et on essaie d'être à leur côté pour les aider à repenser le modèle, mais dans sa globalité. Voilà, sachant que la circularité est un sujet, mais c'est un morceau de l'entreprise. Et si toutes les autres briques de l'entreprise ne sont pas travaillées, on n'aura pas une efficience complète de toute l'énergie et tous les investissements qui sont mis sur ces solutions de circularité. Donc on vient travailler la position de l'actionnaire, on vient travailler le métier d'entreprise, on vient travailler l'ensemble des briques du business model, ça va de soi, on vient travailler des sujets invisibles comme la culture, les croyances, les valeurs, pour avoir une congruence de toutes les briques constituantes de l'entreprise. Voilà. Et on n'est pas un cabinet parce qu'on est un écosystème, donc on est des indépendants, on est 2 pour l'instant et bientôt un peu plus, et on est regroupé autour de cette conviction et regroupé autour d'une offre qu'on a construite, donc c'est un parcours en 6 étapes qui permet d'adresser le visible et l'invisible. Voilà. Super, merci beaucoup, merci à tous les 3. Alors avant d'aller vous poser des questions, parce que c'est le principe d'une table ronde, quelques sujets qu'on va essayer de craquer, ou en tout cas d'aborder. Déjà, pourquoi faire de la seconde main, quels sont les grands enjeux environnementaux et stratégiques, et peut-être probablement aussi culturels, quels sont les différents modèles de la seconde main, quels sont les grands challenges en termes d'offres produits, qu'est-ce qui peut se recycler, comment on valorise finalement toutes les molécules des produits qui peuvent ne pas être recyclés, qui sont en fin de vie. Quels sont les différents process opérationnels, et on verra qu'ils sont complexes, qui sont difficiles à scaler, etc. Donc on verra tous ces processus dans le détail. Le rôle de la data dans tous ces processus, les compétences métiers, les nouvelles compétences qu'il va falloir acquérir, les métiers, comment ils vont changer, comment ils sont en train déjà de changer. Et puis évidemment, c'est un peu la thématique, quels sont les facteurs qui permettent de sécuriser un peu la rentabilité, le ROI, et on verra aussi un ROI qui n'est pas que financier. Pour commencer, on va aller dans le chapitre le plus simple qui permet de parler avec le cœur. C'est pourquoi les personnes qu'on a autour du panel ont décidé de se lancer dans l'économie circulaire, dans la seconde main. Et ma première question, je vais te la poser à toi, Olivier, c'est pourquoi tu as décidé de lancer Biked à l'intérieur de Pro Bike Shop. C'était quoi les enjeux? Est-ce que tu avais un enjeu à la fois entrepreneurial, mais surtout aussi environnemental?
c'était quoi tes indices de réussite quand tu as commencé à écrire le projet? Qu'est-ce que tu voulais faire comme de Baked et qu'est-ce que tu en fais maintenant? Ok, grosse question. Pourquoi alors je vais être tout à fait transparent. Pourquoi on a lancé Baked et pourquoi on s'est lancé dans la seconde main? C'est vraiment une opportunité business au départ. Je ne vais pas dire que on a poussé le projet dans une dynamique tout de suite d'économie circulaire, etc. Vraiment, le constat de base, j'en ai parlé tout à l'heure hyper rapidement, c'était de se dire, dans l'univers du vélo, il y a assez peu d'acteurs qui sont dans la seconde main. Il y avait évidemment Le Bon Coin, un autre site de petites annonces, et j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose à apporter en créant une marketplace qui allait bien au-delà de l'aspect petites annonces, où on allait évidemment intégrer la partie paiement, on allait prendre en charge toute la partie transport, sécurisation également de toute la partie transactionnelle. Donc ça c'était vraiment une valeur ajoutée qu'on pouvait apporter sur ce marché-là, et effectivement une opportunité business. Après, évidemment, étant à l'intérieur d'un acteur pure player e-commerce, ça faisait complètement sens de pousser une initiative qui était au final dans cette dynamique d'économie circulaire, et la tendance qu'il y avait autour de tout ça a permis aussi évidemment de pousser ce projet-là, mais initialement on l'a vraiment vu comme une opportunité effectivement business. Et maintenant Pro Bike Shop appartient également à un groupe qui est au-dessus, qui est un groupe qui est basé en Allemagne, et ils utilisent aussi beaucoup à l'échelle du groupe Baked pour faire rayonner, on va dire à l'intérieur même du groupe, cet aspect économie circulaire, parce que c'est un super exemple à l'intérieur du groupe désormais, au-delà de l'aspect business. Alors justement, puisque même si au départ l'intention était plutôt opportunité business, est-ce que vous avez commencé à mesurer un petit peu l'impact positif que ce modèle pouvait avoir dans l'entreprise? Et voilà, quels sont aujourd'hui vos constats par rapport à cet aspect environnemental? Oui, complètement. En fait, assez rapidement, quand on est rentré dans le sujet, on a déjà identifié un truc qu'on n'avait pas forcément identifié au départ. C'est qu'on s'est dit, tous les produits retours qu'on a dans le e-commerce, on a évidemment pas mal de retours. On s'est dit, on va avoir désormais une plateforme sur laquelle on va pouvoir intégrer ces produits-là et les revendre. Donc tout de suite, ça a permis aussi d'intégrer davantage Baked dans l'écosystème du pure player. Et évidemment, il y a d'autres parties prenantes de l'entreprise qui ont eu un intérêt sur le projet, que ce soit sur l'aspect financier, logistique, etc. Donc oui, assez rapidement, en fait, le projet est devenu, pour le coup, assez central. Du coup, Guillaume, parce que Baked est au départ un pure player, même si derrière il y a des flux physiques, toi tu t'es positionné sur justement craquer des sujets éminemment physiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle est ta vision de la chose? Pourquoi finalement pour toi c'est un peu le nerf de la guerre? Ouais, c'est une bonne question. À l'origine, Recom, en tout cas l'idée que j'avais, c'était, tu viens d'en parler, c'était sur la partie retour, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait récupérer ces retours, éventuellement les revaloriser pour pouvoir les réinjecter dans un cycle de vente. En tirant le fil, je me suis rendu compte que derrière la revalorisation, ça adressait aussi évidemment le marché de la seconde main et même le marché de la location derrière, etc. Tout ce qui touche à la revalorisation d'un produit. Pour moi, c'est un élément clé parce que lorsqu'on lance une offre de seconde main, on a un coût de lancement qui est le coût d'une marketplace, qui est le coût d'un site, qui est des frais derrière. Ce qui va générer la rentabilité de votre projet, c'est la maîtrise de vos opérations. Des flux physiques, alors je parle évidemment d'une notion de C2B2C, mais si vous rentrez dans cette logique-là, c'est ce qui va générer la rentabilité de votre business model et c'est ce qui va faire que votre business est rentable. Si vous n'arrivez pas à gérer vos opérations, ou en tout cas si elles ne sont pas suffisamment optimisées, le modèle ne tient pas.
Il tient pas parce qu'il y a une multitude d'opérations à faire, parce que le modèle n'est pas scalable dans le sens où chaque produit est unique. Les opérations qui sont à faire sur les produits sont uniques ou quasi uniques. C'est très difficile d'automatiser. Voilà, il y a d'autres sujets aussi sur la partie formation, etc. On en parlera tout à l'heure, mais c'est des modèles qui sont difficiles et sur lequel on vous devez avoir, je dis vous, les marques et les retailers, devez avoir la main sur cette maîtrise-là. Et donc, moi, c'était ma conviction au moment où j'ai lancé Ricom de dire, de la même manière qu'au moment de l'émergence du e-commerce, il y a eu des prestataires logistiques qui se sont lancés parce que c'est une typologie de produits et une typologie d'opérations particulière. Maintenant que le e-commerce est en train d'émerger, il faut des acteurs qui soient différenciants des acteurs qui existent aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes métiers, ce ne sont pas les mêmes flux, ce ne sont pas les mêmes attentes, ce ne sont pas les mêmes outils informatiques. Et donc il a fallu repenser tout ça, et c'est la raison d'être de Ricom, d'avoir repensé depuis le début la manière dont on allait adresser cette différenciation-là des flux. Je vais rebondir sur ce que tu as dit lorsqu'on a échangé avant la matinale. Tu as vraiment fait un focus sur les retours. On parle beaucoup de e-commerce, on parle beaucoup de seconde main, on parle beaucoup de vente entre particuliers. Et on a comme une impression que cette reverse, cette gestion des retours reste encore le parent pauvre finalement de l'économie circulaire. Est-ce que tu as ce constat actuellement ? Pourquoi finalement le retour pour toi c'est quelque chose d'hyper important ? Je pense que c'est aussi ton historique professionnel qui fait ça. Ouais, avant de créer Ricom, j'ai travaillé 3 ans chez Vente Privée et j'ai notamment ouvert des entrepôts dédiés au retour. Chez Vente Privée, lorsque j'ai fini le projet, je suis retourné dans les entrepôts 3 mois après, l'entrepôt était plein. Et lorsque je me suis baladé dans les allées de l'entrepôt, je me suis rendu compte que les produits qui étaient là, qui n'étaient pas réinjectables en neuf, c'était des produits où il manquait une étiquette, où il fallait remettre le produit sous blister, il fallait le défroisser, il sentait la cigarette. Voilà. Il y avait plein de mini-opérations à faire qui en soi n'étaient pas compliquées. Ce qui était compliqué, c'est déjà savoir gérer le volume et la difficulté, la complexité des opérations autour. Et je me suis dit, là on est assis sur une montagne de stock. Et donc j'ai décidé de tirer ce fil-là. Je pense que l'une des raisons pour laquelle le retour aujourd'hui est un peu effectivement le parent pauvre de l'économie circulaire, c'est que c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou pour les marques. On n'a pas de retour, c'est super bien géré. De toute façon, ça représente qu'un pourcentage de nos volumes. Ouais, sauf que quand vous faites des centaines ou des millions de pièces par an, un petit pourcentage, ça représente une montagne de stock, quoi. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que souvent, dans les équations économiques des produits, il y a une ligne qui est prévue dans le prix du produit pour les retours, les défectueux et ce que vous allez mettre dans un entrepôt et qui ne sert à rien. Et donc, ce n'est pas un sujet qui est priorisé par les entreprises parce que c'est pris par d'autres leviers. Assez rapidement, comptablement, le produit ne vaut plus rien. Il est dans un entrepôt qui est parfois presté. Donc, en fait, on ne sait pas trop où c'est. C'est une palette, et puis dizaines, vingtaines, 50 palettes. Personne ne sait vraiment ce que c'est. Et donc, moi, c'est un sujet que j'adresse aussi aux marques. Et c'est souvent le premier pied que je mets dans la porte quand je discute avec des marques, de dire, OK, vous ne voulez pas vous lancer tout de suite en seconde main parce que c'est un changement de business model, c'est un changement de stratégie, il faut que ça remonte au niveau du codir. OK, traitons vos retours. Vous avez des palettes dans vos entrepôts, vous me les envoyez. Je trie, j'identifie, je vous remonte l'information, je revalorise et on voit quel débouché on peut trouver derrière. Et ça, c'est un super use case pour commencer à faire quelque chose et trouver des leviers assez rapidement pour pouvoir se lancer. Et après, on tire le fil et on s'aperçoit que oui, on va installer une politique de seconde main ou de location ou d'autres notions de circularité parce qu'il y a un vrai sujet et qu'on a des stocks, on a de la matière et on arrive à faire des choses intéressantes. Nicolas, sur toi, ta vision on va dire globale sur, là on a vu en fait des difficultés opérationnelles qui sont en fait des gros freins en final à la mise en place, et puis si on a déjà prévu que dans le business model qu'il y avait une ligne perte et que c'était intéressant, qu'il n'y ait pas de problème, mais il y a d'autres enjeux en fait sur lesquels on peut, des leviers finalement pour activer la volonté d'agir dans l'économie circulaire, de mettre en place la seconde main. Est-ce qu'il y a des leviers plus importants? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres freins aussi qu'on n'a pas évoqués, qui sont autre chose que des problèmes d'entrepôt et de montagne de stock, qui sont déjà des gros problèmes? Peut-être juste une ou deux remarques avant, et merci de toucher avec autant d'opérationnel le sujet. Il y a quelques chiffrages qui ont été faits. Si aujourd'hui si les sociétés textiles arrêtent de vendre des vêtements,
il y a suffisamment dans les placards en Europe pour habiller toutes les familles pendant plusieurs années. Donc soit on le voit comme une approche négative, soit on le voit comme une opportunité incroyable d'accéder à une matière première qui est locale, des vêtements qui sont souvent en bon état. Et il y a aussi une croyance qui est que les produits, une fois qu'ils ont passé la caisse, sortent du spectre de l'entreprise et deviennent potentiellement du déchet. Et tant qu'on considérera ces produits comme du déchet et non pas comme un actif absolu, eh bien on ne mettra pas les moyens suffisamment à hauteur des ambitions pour récupérer ce produit. Parce que c'est la quête de demain. Gérard Mullier disait no parking, no business. Ensuite, il y a eu no data, no business. Maintenant, c'est no waste, no business. Donc, on a traité les 2 premiers sujets. Maintenant, il faut traiter le 3e. Et c'est un enjeu essentiel, sans parler du démarrage de la raréfaction des ressources qui va arriver un peu plus vite que prévu. Et je ne parle pas que du coton. Donc, c'est un produit de seconde vie. C'est un très beau produit parce que ça devient un actif. Et ça, il faut l'intégrer dès le départ dans la réflexion. Le second élément, pour moi, le début de l'histoire, et après je répondrai très rapidement à la question, c'est l'éco-conception. On met tous derrière l'éco-conception quelque chose de très scientifique, très ingénierie. L'éco-conception, c'est juste le moment où on conçoit un produit. Et si au moment où on conçoit ce produit, on intègre dès le départ le fait que ce produit, c'est un actif et non plus une vente, non plus du chiffre d'affaires, et que ce produit, je dois tout faire pour prolonger sa durée de vie et le récupérer à la fin, eh bien on intégrera dès en amont tous les coûts potentiels qui permettront de maximiser cet actif. Aujourd'hui, c'est une charge. Demain, ça doit être un investissement. Et c'est maintenant que ça se décide, parce que ces produits, ils sont faits là. Pour une collection, ils vont mettre 1 an avant de sortir. Pour une machine à laver, ça va peut-être 1 an et demi. Et ça va durer 2, 5, 7 ans. Et il faut l'anticiper maintenant. Parce que c'est maintenant qu'on récupère nos actifs dans 1 an ou dans 7 ans. Donc le premier bras de levier, c'est l'éco-conception, clairement. Et après, rapidement, on se concentre énormément sur les sujets de circularité. Aujourd'hui, les entreprises ont, pour la majeure partie, un modèle qui est extractif, donc extraire, concevoir, produire, distribuer, vendre, accompagner l'usage et jeter. Et sur toute cette chaîne de valeur, on peut déjà faire beaucoup de less bad. Alors l'expression ne vient pas de moi. Donc comment on réduit l'impact sur toute cette chaîne de valeur. Il y a de très belles choses à faire autour de l'éco-conception, l'efficacité énergétique, les bâtiments durables, la logistique durable, etc., qui sont de très beaux sujets à travailler en interne, mais il y a aussi de très beaux enablers sur le marché. Au-delà de ces deux belles entreprises. Et effectivement, c'est du « et », il faut traiter ce less bad et ensuite adresser le more good et rentrer dans les fameux « r », donc récupérer, réemployer, réemployer, récupérer, réparer, réemployer, recycler et régénérer. Et c'est la conjonction de tous ces éléments qui permettra réellement de tenir les ambitions de réduction d'impact négatif des entreprises. Merci Nicolas et merci à vous deux justement pour cette vision de l'économie circulaire. Là, on va aller un peu plus loin, en profondeur sur finalement les offres qu'on a autour de l'économie circulaire et de la seconde main. On a vu arriver il y a quelques années maintenant Le Bon Coin, on a vu Vinted qui ont mis sur le marché cette économie du particulier à particulier. Ensuite, on a eu le reconditionnement, la collecte. Et finalement, on se rend compte que on est encore dans un système un peu de test and learn. On a la location aussi qui pointe le bout de son nez, même si la location, on n'est pas dans la seconde main, mais plus dans l'économie d'usage, qui finalement est un pan. L'économie circulaire est une partie de l'économie d'usage. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de voir finalement tout le panel d'offres qu'on a actuellement, de pouvoir aussi réfléchir un peu plus à intégrer la seconde main à l'intérieur de l'entreprise et non pas se dire la seconde main, ça fonctionne comme ça. Il faut aussi savoir que intégrer l'économie circulaire, c'est intégrer de nouveaux process. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit non plus hyper complexe pour l'entreprise. Il y a de la complexité, on ne va pas en rajouter encore. Donc il y aura des impacts RH, il y aura des impacts en termes de process, il y aura des impacts aussi en termes de culture d'entreprise. Et là, on va voir un peu les différentes offres de seconde main. On va revenir un peu côté terre à terre. Donc pour toi, Olivier, tu t'es lancé dans le digital, dans ce qu'on appelle le C2C, donc la vente entre particuliers. Quels ont été pour toi les premiers challenges que tu as pu avoir? Je pense notamment à l'acquisition à la fois de produits,
autrement nommé le sourcing produit, qui est actuellement un frein qu'on peut discerner un peu dans les différents acteurs du circulaire, et également dans l'acquisition de clients. Et derrière ça, la data. Comment tu gères ta data? Nicolas, tu disais que la data, c'est quelque chose de géré. Je pense que dans l'économie circulaire, c'est pas géré du tout. Je pense qu'il y a un gros challenge au niveau de la data. Donc, j'ai fait une grosse question. À toi de me faire une belle réponse là-dessus. Merci pour cette énorme question. Je rebondis juste sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur la partie retour. Effectivement, je te rejoins sur l'aspect process de gestion des retours pour un pure player e-commerce. C'est juste un calvaire. C'est juste des produits, comme tu l'as indiqué, qui se retrouvent dans des entrepôts. Et en fait, quand on regarde ce volume-là, on se dit mais comment on va le traiter? Et en toute transparence, quand on a vu ça, je me suis dit ça va être hyper compliqué. Il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de logistique. Et le deuxième point qui est quand même important, c'est que on n'a pas fait le focus là-dessus en fait. Alors je te rejoins sur le fait que c'est une manière d'entrer dans la seconde main, dans la circularité pour un acteur. Mais d'un autre côté, si j'avais vendu que ça au CEO de Pro Bike Shop, si j'avais dit on monte un business, on va gérer les retours, j'aurais jamais réussi à vendre le projet, ou en tout cas j'aurais pas réussi à créer une team dédiée, à avoir un budget dédié, parce que c'était, même si c'était gros, c'était pas suffisant, et moi c'était pas quelque chose non plus qui m'excitait plus que ça en termes de projet. Et donc je pense qu'il y a un point qui est super important, c'est de se dire quel est le périmètre du projet qu'on lance et quelle est l'ambition. Et ça c'est souvent on m'a posé la question de dire pourquoi Bike tu l'as pas monté à l'intérieur même de Pro Bike Shop, pourquoi tu as créé notre marque? C'est aussi parce que l'ambition elle était bien au-delà de se dire on va gérer les retours, on va gérer une petite partie du marché. Dès le début, la volonté était de s'installer comme un acteur leader en France puis en Europe, et c'est comme ça qu'on a vendu le projet dès le début à Pro Bike Shop et au groupe, et je pense que c'est un point qui est assez important sur des projets de circularité où on sait qu'effectivement la partie rentabilité aussi est un vrai sujet. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais du coup il faut voir assez grand pour pouvoir vendre le projet en interne. En tout cas c'est notre retour d'expérience. Et du coup il faut que je réponde à ta question maintenant. C'est ce que j'allais dire. Donc effectivement, la question c'était qu'est-ce qui est pour nous une bonne marketplace, en tout cas de seconde main. Et tu parlais du sourcing. Effectivement, j'aime bien. Il y a un peu de littérature sur le sujet des marketplaces, et j'aime beaucoup ce qu'on appelle le rocket model. Je pense que c'est hyper clé quand on veut monter ce type de business. C'est-à-dire que on imagine, je la fais hyper courte, mais on imagine le business d'une marketplace un peu comme une fusée, et on a deux moteurs de chaque côté. D'un côté c'est l'offre et de l'autre côté c'est la demande, et il faut forcément, pour pouvoir monter son business, qu'on travaille les deux simultanément. C'est-à-dire que si on a trop d'offres, on tombe d'un côté, si on a que de la demande mais qu'on n'a pas d'offres, ça marche pas non plus. Donc effectivement dès le début ça a été pour nous le premier challenge, et c'était le truc sur lequel on savait pas du tout, on n'avait aucune idée de comment ça allait marcher. Notre conviction c'était de se dire que si on a l'offre, si on arrive à obtenir de l'offre, on arrivera derrière à créer, en tout cas à les vendre. Ça, je pense que c'est plus mon background d'e-commerçant, en me disant si j'ai de l'offre, j'arriverai toujours à le vendre. Je reste convaincu de ce point-là, en tout cas sur le sujet marketplace de seconde main. Donc dès le début on s'est dit il faut qu'on arrive à constituer de l'offre. Évidemment on a récupéré tous les retours de Pro Bike Shop, ça nous a permis déjà de créer quelques volumes de produits. Et la petite astuce qu'on a eue, c'est que
en fait, on a fait un pré-lancement de la plateforme à peu près 15 jours avant le vrai lancement, et on s'est dit, on ouvre cette plateforme exclusivement pour les vendeurs, et on a communiqué là-dessus sur toute la base client de ProBike Shop en disant, soyez les premiers à vendre sur la marketplace qu'on est en train de lancer, un peu cet aspect avant-première, et donc du coup, ça a créé un peu une émulsion sur le sujet. On savait qu'on n'allait pas créer de déception parce que sur des acheteurs potentiels, parce qu'on disait non, pour l'instant c'est pas une plateforme où on peut acheter, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez vendre. Donc on a fait ça. Le point qui était important, c'était que il fallait forcément que ce délai soit assez court, parce qu'on pouvait très bien dire à des gens, allez-y, mettez en ligne votre matériel de vélo, votre vélo. On ne pouvait pas leur dire, mettez-le en ligne maintenant et puis dans 3 mois on va ouvrir, c'est bon, vous pourrez le vendre. Ils sont quand même dans une dynamique où ils veulent vendre maintenant. Et donc on a fait ça, et ça a plutôt très bien marché, et ça nous a permis effectivement de lancer la plateforme avec, j'ai plus en tête, on devait avoir peut-être 4000 produits, 3 ou 4000 produits sur la plateforme quand on l'a lancé, ce qui permettait de ne pas non plus être ridicule. Voilà, c'est une petite astuce. Et après on est rentré vraiment dans l'aspect effectivement Rocket Model, où on s'est dit maintenant il faut aussi qu'on travaille la conversion, il faut aussi qu'on travaille le sourcing des produits pour qu'il y en ait toujours plus qui rentrent. Et on a toujours, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on communique quasi essentiellement sur le fait de vendre des produits. Et assez peu en disant venez acheter, parce que ça se fait assez naturellement. Voilà. Merci. Guillaume, à ton avis, est-ce qu'on peut tout reconditionner? Je vais un peu préciser ma question, puisqu'on est plutôt dans un contexte là d'industriel qui va recommercer finalement des produits qui sont collectés. Comment ça se passe en fait, et quels sont les critères sur lesquels il faut travailler pour avoir une offre en volume, mais aussi qualitative, qui va supporter finalement plusieurs vies. Et quand ce ne sera pas le cas, comment ça se passe derrière? Comment on peut valoriser? Puisque vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un sujet de gisement, en fait, et de valorisation de la matière, finalement, des dernières molécules qui étaient peut-être avant des produits revendables. Donc du coup, c'est quoi la big picture entre ce qu'on va collecter, comment on doit finalement faire le tri, comment on doit orienter pour qu'on capte les bons produits, et quand ce n'est pas des bons produits, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, la manière dont on traite ce sujet, on travaille avec chaque marque et chaque retailer leur catalogue produit pour comprendre de quel produit on parle. On n'aura pas du tout la même approche entre, et c'est un peu d'actualité, mais entre un Zara ou un H&M qui veut se lancer en seconde main et un Louis Vuitton. Les produits sont évidemment complètement différents, et la valeur intrinsèque du produit nous permet plus ou moins de latitude sur les opérations qu'on va pouvoir mener, et donc sur leur capacité de revalorisation, et donc sur leur capacité de remise en vente. J'aime beaucoup cette question parce que j'étais en train de réfléchir tout à l'heure, qu'est-ce qu'une bonne offre de seconde main? Pour moi, une bonne offre de seconde main, c'est une offre rentable. Ça paraît basique, mais c'est pas si simple. Et donc travailler l'équation économique presque de manière transparente avec la marque ou le retailer, en disant quelle est la valeur du produit ou le panier moyen du produit neuf, à combien est-ce que vous voulez le revendre en seconde main pour que c'est du sens, et donc quelle est la valeur résiduelle qui reste pour de la revalorisation. Et moi je vais travailler à l'intérieur de cette enveloppe. Je vais vous faire des propositions pour dire oui, on peut faire ça. La réparation, ça n'aura pas de vocation économique. Là, on peut réparer, là, on peut désinfecter, là, on peut laver, etc., etc. Donc, le sujet de la revalorisation, c'est pas une réponse qui est simple, précise et la même pour tout le monde. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est la fin de vie du produit. C'est une fois que le produit arrive en entrepôt, il y a un contrôle qualité. Est-ce que le produit est revalorisable, oui ou non? S'il est revalorisable, selon quel parcours de revalorisation en fonction du cahier des charges qu'on a établi avec le client? Et s'il n'est pas revalorisable, quel est son parcours de fin de vie? Et notamment, on rentre là dans des sujets d'adresser les bonnes filières de recyclage. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est
malgré tout ce qu'on entend, encore des filières qui sont compliquées à trouver en fonction de l'état des produits, et je pense notamment au prêt-à-porter, des fibres mélangées, etc. Ça peut être complexe. Nous, ce qu'on fait chez Ricom aujourd'hui, c'est qu'on vient séparer les différentes matières premières et on vient adresser les parcours recyclage en fonction de l'état des matières. Et donc effectivement, l'idée, c'est d'aller vraiment jusqu'à la dernière molécule, j'aime assez bien cette expression, pour arriver à trouver comment est-ce qu'on peut la revaloriser de la meilleure manière possible, qui peut être par la vente, mais qui peut être aussi par la revalorisation de la matière première en tant que déchet à recycler. Voilà. Merci Guillaume. Vous avez tous les deux dit des choses qui m'ont marqué. Le premier c'est Olivier. Tu parlais que tes premiers clients finalement c'était vendeurs. On voit que c'est quand même une dynamique assez forte sur la seconde main. Le slogan de Vinted, c'est tu ne portes plus, vends-le sur Vinted, c'est pas achète-le. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir adresser quand on lance une plateforme de seconde main. C'est que finalement, le premier client, c'est le vendeur. On avait déjà eu ce changement de paradigme à l'époque sur les places de marché. Finalement, ça a été un gros changement. Là, c'est encore plus fort parce que c'est un vendeur et qui est en plus particulier, donc il faut aussi savoir lui parler non pas avec de la rentabilité mais avec la possibilité de faire un peu de cash ou de pouvoir faire de la place dans son dressing ou son garage. Donc ça c'est hyper important quand on se lance en seconde main de pouvoir penser vendeur first. Et le deuxième point, c'est aussi quelque chose que tu vas parler, Guillaume, c'est le fait que toi, tu vas aussi travailler les process de l'entreprise. Tu ne vas pas arriver avec une offre unique en disant, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne la revalorisation, c'est comme ça que ça fonctionne le reconditionnement. Tu vas vraiment te plier aux besoins de ton client, et ça, c'est aussi hyper important si on veut aller plus loin dans l'économie circulaire. Ouais, juste un mot rapide là-dessus. Malgré tout ce qu'on entend sur la seconde main, l'économie circulaire, etc., ça reste un marché balbutiant aujourd'hui, sur lequel l'équation économique n'est pas complètement trouvée, sur lequel il y a la nécessité de tester des choses, et donc on est obligé de rentrer effectivement dans cette logique de dire en fait qu'est-ce qu'on veut faire de différent, qu'est-ce qu'on a envie de tester, est-ce qu'on est prêt aussi à mettre un petit peu d'effort, un petit peu de budget dans ces recherches-là. On est complètement dans une notion d'apprentissage, et aujourd'hui il n'y a quasiment pas un modèle qui ressemble à un autre, et c'est très bien, et lorsqu'on aura vraiment trouvé ce qui est la voie royale entre guillemets d'économie circulaire, on pourra le diffuser plus largement. Mais je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est vraiment dans des notions de test et d'essayer de trouver le bon levier entre l'offre, la demande, la rentabilité, l'appétence client, etc. J'ai une question pour toi, Nicolas, par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure sur la conception à la base des produits. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu si on n'a pas résolu clairement cette question-là, on ne saura pas bien faire de la seconde main, de la valorisation. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à finalement, aujourd'hui, ça coûte moins cher d'extraire dans la terre des minerais, de faire tous les processus industriels. Il faut vous rappeler que pour faire un smartphone de 300 ou 400 grammes, il faut déplacer, je crois que c'est 200 kilos de terre. Bon, tant que ça, c'est plus rentable de faire comme ça que versus une autre manière de concevoir, finalement, ce sera compliqué. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelle est ta vision par rapport à l'éco-conception? Comment nos ingénieurs, nos designers doivent repenser la manière de concevoir les produits? Je vais faire comme Olivier, d'abord répondre à une question qu'on ne m'a pas posée, et après, j'aime bien. Non, juste en complément. Comme tu veux. On discutait en aparté, et je respecte profondément ce que tu as créé avec Ricom. Et je disais en aparté, aujourd'hui, les modèles qui ont prouvé une forme de rentabilité dans le reconditionnement-revente, récupération-reconditionnement-revente, c'est plutôt des produits à forte valeur ajoutée économique. Et il faut une voie, de toute façon, et c'est très très bien. Et en parallèle de ça, ce qui inonde le marché aujourd'hui européen et mondial, c'est plutôt des produits à faible valeur ajoutée économique, haute valeur ajoutée humaine, mais faible valeur ajoutée économique. Et donc l'équation économique, elle est très complexe. Et pour avoir passé un peu de temps à essayer de travailler ce modèle quand j'étais en fonds d'investissement, et avec Moom également, il y a une voie qui est que tant que ces enseignes de gros volume n'essaient pas de travailler un modèle de partage de valeur avec leurs parties prenantes, on va rester dans eux contre nous. Et donc, toi, forcément, tes lignes de coûts, tu es de la logistique, de la reverse,
un bon, en tout cas tu m'enlèves pas mal d'emmerdes, mais au final tu es quand même une ligne de coût, et moi c'est pas rentable. Du coup, et si on raisonne comme ça, jamais on adressera le sujet des gros volumeurs. Voilà. Et mon invitation, c'est réfléchir à un modèle de partage de valeur autre. Voilà. Et l'autre élément, aujourd'hui, on n'a pas encore intégré la dette environnementale dans le prix du produit. Donc, j'espère que ça arrivera tôt ou tard avec les travaux d'Emmanuel Faber sur l'ISSB/IFRS viendront accélérer la comptabilité extra-financière et donc l'intégration dans le prix du produit de cette dette environnementale, et ça facilitera au final le fait de se dire que c'est très rentable de ne pas jeter son produit. Voilà. Concernant l'éco-conception, pour moi c'est le cœur de la chaîne, et j'ai des exemples basiques et assez simples pour être aux côtés de ce jeune homme qui a bossé chez Boulanger pendant pas mal de temps, Mickaël. Et il faut vraiment dès le départ, et c'est là que ça joue, intégrer le fait que c'est plus un produit en fait, c'est vraiment un actif, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est des détails. Une machine à laver aujourd'hui, c'est des rivets qui sont posés pour tenir le caisson extérieur. Qui dit rivet dit impossible à démonter chez soi et donc non réparable. Ensuite, il y a les problématiques d'uniformisation des pièces détachées pour qu'elles soient accessibles, y compris des marchés de pièces détachées seconde main. Comment on éduque, comment on forme à la réparabilité, à la réparation. Et tout ça, ça se pense en amont. Pour le textile, c'est pareil. Tant qu'on aura des matières blended et qu'on récupérera en bout de cycle, ils ne seront pas revendables et pas reconditionnables, elles devront aller dans un circuit de recyclabilité. Mais si dès l'amont, on n'intègre pas le fait que ça doit être plutôt un mélange de matières, maximisé à 2 matières, éviter un synthétique et un coton, et qu'à côté, qu'on ait plutôt une teinture qui soit durable, etc. Mais tous les éléments, c'est tous les accessoires, tous les boutons, les prints, etc. Et tout ça doit être pensé dès en amont en se disant, ce produit, c'est pas un produit, c'est un actif que je vais récupérer à la fin. Et plus je diminue, plus je pense en amont les lignes de coût potentielles de sa deuxième, troisième, quatrième étape de vie, moins ça deviendra une charge en aval, et d'autant plus si on réfléchit à un modèle de partage de valeur pour les gros volumeurs. Donc cette étape, elle est vraiment essentielle, et c'est un changement de mindset en fait. Tant qu'on n'autorise pas dans l'entreprise, et là c'est le rôle du DG et du comité de direction, à dire voilà, on change de paradigme, on arrête de faire des produits à volume, mais on crée des produits qui auront, et on l'intègre dès à présent dans leur business model, 2, 3, 4, 5 étapes de vie. Et il faut, entre guillemets, anticiper cet investissement et le poser maintenant sur la table. Dans 3 ans, c'est trop tard, ça ne sert plus à rien. Merci Nicolas. On va aller sur un autre sujet. On a parlé de l'amont, de l'acquisition, tout ça. Tu as parlé encore plus de l'amont, c'est l'éco-conception. Là, on va aller sur l'aval, sur la logistique de l'économie circulaire, qui est quand même un gros sujet, la logistique. Donc, je vais commencer par toi, Olivier. Tu es dans la revente de vélos et d'accessoires. Lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, on était sur les accessoires. Et quand vous avez lancé les vélos, je me rappelle un peu des mines interdites dans l'équipe, en sachant mais comment on va trouver justement le partenaire qui va permettre de faire de la revente de vélos entre particuliers, parce que là tu es sur un sujet où tu dois prendre des rendez-vous avec un transporteur spécifique. Donc là on est quand même sur un sujet logistique assez fort. Et justement, c'est quoi pour toi les gros enjeux logistiques sur Bikeit? Tu peux même parler de ProBike, hein, parce qu'on parlait de Reverse, mais comment on fait quand on est un acteur sur des produits très lourds, parce qu'on est habitué au relais colis qu'on a sur Vinted. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de relais colis qui vont accepter d'avoir un vélo chez eux. Ouais, effectivement, c'était un gros sujet, et comme tu l'as dit, quand on a lancé Bikeit, on s'est attaché aux pièces détachées à l'équipement, parce que c'était plutôt sur un vélo, si tu le démontes, au final, c'est pas des gros produits. Les plus gros produits, ça va être peut-être la roue, mais ça s'expédie assez facilement via les transporteurs traditionnels. En revanche, pour les vélos, c'était une autre paire de manches, et en même temps, c'est
là où c'est intéressant, c'est que parce que c'était compliqué, il n'y avait personne. Et du coup, nous, on ne l'avait pas adressé au début. Et assez rapidement, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution parce que personne ne le fait. Et c'était notre job justement d'aller chercher des solutions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord travaillé sur un système pour emballer le vélo parce qu'on était convaincu que le transport, c'était un sujet, mais il fallait aussi l'emballer. Et donc, lorsqu'on est propriétaire d'un vélo et qu'on doit l'emballer, on n'a pas chez soi tout ce qu'il faut pour l'emballer, ça c'est une certitude. Donc on a développé un carton exclusif pour emballer son vélo, on appelle ça le kit d'expédition. Dedans il y a tout ce qu'il faut pour protéger son vélo, de la mousse, etc. Et donc le vendeur qui a mis son vélo en ligne, lorsqu'il le vend, il peut acheter sur la plateforme ce kit d'expédition qui lui est envoyé chez lui. Et donc c'est la première étape, ça lui permet déjà effectivement d'emballer correctement son vélo, d'être sûr qu'il soit bien protégé. Et ensuite, effectivement, on a essayé d'identifier des transporteurs, un transporteur en l'occurrence, qui était capable d'aller chercher le vélo, donc un produit qui est fait entre 15 et 25 kilos pour les vélos électriques, et qui va le chercher donc chez le vendeur et qui le livre chez l'acheteur. Donc oui, c'était un vrai enjeu logistique, ça l'est toujours aujourd'hui. Il y a un gros sujet aussi effectivement sur la partie rentabilité parce que nous on était dans une dynamique vraiment entrepreneuriale et de dire on fait ça, on teste et on verra ce que ça donne. Donc on a vraiment travaillé comme ça en mode test and learn. Donc au début, les process qu'on a mis en place, ils étaient assez coûteux, ils étaient pas forcément hyper fiables, mais je pense que c'est une bonne manière de commencer. Et petit à petit, on a affiné, petit à petit, on a fait un kit d'expédition plus adapté, moins coûteux et plus efficace. Donc voilà, après, je pense que ça c'est plus pour sur la généralité. Un projet comme celui-ci, il s'est pas fait du jour au lendemain et on y est vraiment allé step by step. Et je pense que ça c'est un point qui est aussi hyper important. Au bout d'un moment, il faut se lancer et se dire ça sera pas parfait dès le début, mais l'important c'est de commencer à mettre une brique. Et nous on a vraiment travaillé sous ce format-là. Et c'est même si c'est compliqué après de tout recliner, on se rend compte qu'aujourd'hui ça fonctionne super bien et c'est une des valeurs ajoutées de la plateforme aujourd'hui. Ouais. Ça marche tellement bien que tes petits concurrents ont fait des petits avec les kits d'expédition, donc c'est que tu as ouvert la voie là-dessus. Guillaume, sur la logistique, ma question c'est comment tu arrives justement à bien récupérer les produits, comment tu t'assures finalement, parce qu'on parle beaucoup de transport, on parle de CO2, donc si tu t'enlèves un 33 tonnes qui va récupérer 2 produits, là on est complètement déraisonnable en termes climatiques. Comment tu t'assures de bien mailler un territoire, de bien faire de la collecte, de bien faire de la revalorisation, finalement de toujours faire cette équation entre ok je revalorise, mais par contre j'évite d'avoir un impact complètement indirect via le transport. Oui, tout à fait. En fait, ça va assez de pair avec l'étude de rentabilité dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, le vrai sujet autour de la logistique et du transport, en fonction évidemment de la typologie de produits, mais il y a un vrai sujet qui est la massification. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de marques qui me disent le problème c'est que si je lance une offre de take-back programme et que je dis à tout le monde, à tous mes consommateurs, je vous rachète les produits et les produits font de Madame Michu à l'entrepôt de chez Ricom, effectivement on met quand même beaucoup de colis sur la route, là où potentiellement un retailer a des magasins, a peut-être des partenaires, etc. Et de venir massifier ces volumes-là, c'est une première solution. Sur d'autres typologies de produits, je pense notamment à des vélos ou à du hors-gabarit, à ce qui ne passe pas dans le transport un peu traditionnel. Nous, on s'appuie beaucoup sur le maillage des transporteurs. Aujourd'hui, il y a des transporteurs qui maillent déjà le territoire, qui vont livrer des produits qui pourraient, en même temps qu'ils vont livrer un produit, aller chercher un autre produit dans le bâtiment d'à côté. Et donc ce maillage de territoire-là avec les transporteurs, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que eux non seulement maillent le territoire, mais en plus massifient après et sont capables après de nous livrer des produits. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, chez Ricom, on fait de la revalorisation de matelas notamment.
Il y a un vrai sujet de revalorisation. Ben aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas mettre un 33 tonnes sur la route pour aller chercher un matelas à l'autre bout de la France. Donc je m'appuie sur le réseau de mes transporteurs qui, eux, localement vont aller collecter, qui localement vont aller massifier. Et lorsqu'il y a 3, 4, 5, 10 palettes, là, effectivement, on envoie, évidemment, avec un camion de la bonne taille, les palettes directement dans mon entrepôt. Donc ça nécessite de réfléchir la manière de faire du transport, mais finalement, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit sur les opérations, que ce soit sur le transport, que ce soit sur le packaging, il faut réfléchir la manière de faire ces opérations-là, parce que derrière, il y a le sujet de la rentabilité, et je suis assez d'accord que c'est le sujet clé avant même, pour une entreprise, avant même un sujet RSE, c'est un peu dommage à dire, mais il faut aussi être pragmatique, et après, effectivement, ça permet de résoudre les sujets environnementaux. Nicolas, si on fait un petit flashback sur ta longue expérience, notamment dans le retail, puis notamment chez Kiabi, est-ce que tu peux nous raconter des choses sur la collecte, sur comment dans les magasins finalement l'arrivée de la seconde main a pu bouleverser un peu les métiers, les process, la manière d'opérer, une chose qui n'est pas facile, sur laquelle au départ personne n'était formé. Voilà, comment ça s'est passé? Alors, j'en parlerai bien mieux que moi. Moi, j'ai quitté il y a 3 ans et on avait lancé un gros projet il y a 6 ans qui s'appelle toujours Shopping to the Future, qui était censé ouvrir les voies de ce sujet, et ils l'ont ouvert. Donc je vais plutôt peut-être parler du démarrage et puis de ce que j'ai pu ensuite vivre. Il y aura des questions-réponses et vous pourrez aussi intervenir. Répondre, parce qu'ils font de très belles choses pour les suivre de près et de loin. Et du coup, ce que je pose là, ça vaut pour Kiabi, mais ça vaut aussi pour toutes les enseignes qu'on a accompagnées avec Moom, parce qu'on a essayé les 2 dernières années de les aider à maximiser la collecte qualifiée, parce que derrière la logistique est associée avec cet enjeu de collecte qualifiée. Plus la collecte est qualifiée, plus la logistique est optimisée, parce qu'on a un produit à forte valeur ajoutée au bout. Donc il y a ce double enjeu. Et pour avoir de la collecte qualifiée, il faut savoir techniquement ce qui est chez mon client. Voilà. Et être capable de venir faire du picking, comme on fait du picking en achetant dans des marques électroménagers ou de textiles. La distribution, que ce soit Kiabi, Auchan, Decathlon, Aldi, Group, etc., ont un avantage exceptionnel, c'est qu'ils ont des points de contact absolument gigantesques sur tout le territoire en Europe. Et pour moi, c'est plus des magasins. C'était des magasins dans le passé où on était dans une transaction, des gens venaient, il y avait beaucoup de volume, et on repartait avec du produit et basta cosy. Aujourd'hui, cette zone va profondément évoluer pour moi et devenir un point de contact multiplateforme avec plein de solutions. Il y aura forcément des achats toujours réalisés en première main ou en seconde main, mais c'est surtout potentiellement des lieux de collecte de très haute qualité. De très haute qualité parce qu'il y a un contact physique avec le produit, et il n'y a rien de tel qu'un contact physique pour qualifier l'état du produit. Est-ce que j'en ai besoin et quel est son niveau de vétusté, etc. Donc il y a ce premier geste. Ensuite, il y a potentiellement une capacité de massifier des volumes à un endroit précis, et donc de maximiser la collecte pour ceux qui prennent le relais derrière de reverse logistique, de reconditionnement. Techniquement parlant, pour ceux qui ont des grandes surfaces, ça peut aussi être une zone de reconditionnement qui soit prestée en interne ou prestée par un enabler avec cette culture de partage de valeur et d'espace du coup. Et donc pour moi, le point central qui avait été posé à l'époque avec Estelle Urbain, qui drivait le projet, et puis aujourd'hui de ce qu'on a pu voir dans les différentes entreprises, c'est comment on vient maximiser cette capacité à avoir une collecte qualifiée et ciblée pour maximiser tout le processus de reconditionnement qui est quand même clé au démarrage de la rentabilité du projet. Après, on trouvera des solutions pour le tout venant, mais déjà cette première étape. Et le magasin, le point de contact est pour moi un espace essentiel qu'il faut muter très 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 rapidement, à la fois pour répondre à cet enjeu de récupérer ce gisement, de le qualifier au mieux, de le traiter de manière la plus courte possible en termes de rupture de charge. Et également, ça permet d'anticiper la mutation et l'évolution des métiers en magasin. Parce que la première main va décliner petit à petit pour laisser place à la seconde main. Et cette seconde main va ouvrir le champ des possibles à plein de beaux métiers
c'est beau de réparer un produit, quel qu'il soit, et c'est potentiellement une voie aussi pour éviter des licenciements et autres décisions qui pourraient être prises dans les entreprises. Donc c'est aussi une manière d'aider à muter les métiers avec les enablers qui sont ici présents, parce qu'eux vont en avoir besoin. Donc j'ai envie de dire le magasin est le nerf de la guerre pour maximiser cet enjeu de circularité. Alors, en lien avec toute la complexité du modèle, parce que quand on a préparé la table ronde, tu as dit qu'il faut avoir une vision un peu systémique de la chose. On a un peu touché du doigt certains aspects de l'ampleur du changement à opérer, mais si on doit voir la circularité non pas comme une ligne un petit peu marginale et à côté finalement du business central, si on veut muter le business model qui au départ extractile et de distribution d'un produit neuf, c'est quoi les autres challenges qu'il va falloir résoudre au-delà des magasins, de ces points de vente? La logistique, on en a vu certains aspects. Voilà. C'est quoi finalement la trajectoire qu'il faut entreprendre pour pouvoir le faire à l'échelle et de manière systémique? On a parlé tout à l'heure de la capacité à mettre les moyens à hauteur des ambitions. Le premier volet, il est là en fait. C'est quel moyen je mets sur la table pour arrêter de faire du solutionnisme à la marge. Ça fait 6 ans, 7 ans que je vois toutes les enseignes et j'ai été le premier à faire des POC. L'époque des POC est révolue, voilà. Elle est belle, oui. Je ne l'ai pas préparée. Non, mais à un moment donné, tout le monde connaît la voie. Forcément, toutes les enseignes ont travaillé sur les solutions. Et quand on regarde l'écosystème, j'aime pas ce mot start-up, d'entreprises, vous êtes des entreprises et pas que des start-up, qui proposent des solutions sur toutes les solutions qui vont permettre de faire vivre, récupérer, réparer, employer, recycler et maintenant régénérer, tout existe. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer de cette phrase. L'enjeu maintenant, c'est de mettre les moyens à hauteur des ambitions. Qui pose les moyens? Mais les décideurs. Voilà, et je ne vais surtout pas juger les DG aujourd'hui, les CODIR et les actionnaires, parce qu'ils sont dans une situation d'une complexité absolue, puisqu'on parle d'une crise environnementale, mais elle est aussi sociétale, sociale et géopolitique. On voit avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, être DG aujourd'hui, c'est pas très simple, je pense. Voilà. Et il faut créer les conditions pour qu'ils puissent oser prendre cette décision de dire, bon, c'est quoi les conditions là qu'on doit poser dans les 2-3 ans qui viennent pour libérer l'énergie et d'oser non plus faire des POC, mais aller franchement dans la mise en œuvre de ces modèles. Donc il faut continuer à travailler main dans la main avec tous ces enablers et les entreprises. Et à côté de ça, il faut travailler 2 choses, c'est voir tout ça comme des investissements et non pas comme des tests et des charges, donc mettre les investissements à hauteur des ambitions. À côté de ça, il faut créer les conditions aussi pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière s'il y a un petit essoufflement économique. Il fait chaud en ce moment, c'est dingue. Qui aurait pu le prévoir, comme disait notre cher Macron? Ben oui, et ça va se reproduire. Et donc des crises économiques, il va y en avoir, et on ne sait pas ce qui va se passer cet été, etc. Donc il faut arrêter de penser que c'est les petites crises économiques qui vont être gérées. Et donc plus vite on prépare à l'avenir, et les nouveaux relais de création de valeur, au mieux ce sera. Donc 1, mettre les moyens. 2, créer les conditions du non-retour en arrière, même si économiquement c'est un peu tendu. Voilà. Ça veut dire potentiellement accepter qu'il y a un léger ralentissement économique. De toute façon, il va être subi tôt ou tard. Donc, mais ça se prépare. Quand tu décides une forme de, j'aime pas ce mot de décroissance, en l'occurrence c'est pas la décroissance, mais de protection économique, au moins c'est toi qui le maîtrises en fait, plutôt que de le subir. Il vaut mieux le maîtriser que le subir. Et le 3e point, il faut dès à présent, pour alléger les équipes, même si c'est faux, même si c'est pas précis, intégrer dans ces projets de la valorisation extra-financière. On a tous les outils pour le faire. Il y a la méthode True Cost, il y a le Thesaurus, il y a plein de gens qui ont développé des méthodes diverses et variées pour intégrer l'extra-financier dans ces projets. Mettons-le tout de suite. Voilà. Et si on va plus loin, si on se met à rêver, on peut aussi demander aux experts qui font les valorisations des entreprises de ne pas mettre de décote l'année où on fait un peu moins bien économiquement parce qu'on a mis le poids du corps sur la préparation de la transition.
Et si vraiment les politiciens, il y en a peut-être dans la salle, sont vraiment sympas, ils peuvent aussi mettre en place des éléments pour défiscaliser tous ces investissements qui préparent le futur. Et c'est pour ça que c'est complexe, que ça touche le collaborateur, les décideurs, les actionnaires, la politique et les clients. Donc, mais tout ça, on sait faire. Il faut juste décider de le faire. Merci Nicolas. En vous écoutant tous les deux, Nicolas et Guillaume, je me suis rendu compte qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est aussi les ESS dans l'équation, les entreprises sociales et solidaires. Elles ont un rôle hyper important à jouer et je pense que toi, Guillaume, tu travailles avec des ESS et là, on voit aussi l'impact sociétal de la seconde main, de la revalorisation, du reconditionnement. Tu parlais d'un très beau métier. Et justement, toi, comment tu bosses avec les ESS chez Ricom ? Effectivement, donc nous les ESS, on travaille avec elles sur des typologies de produits ou sur des opérations qui sont vraiment très spécifiques, sur lesquelles nous on n'a pas suffisamment de volume pour pouvoir investir en interne. Le principe de Ricom, c'est que tout ce qu'on peut faire en interne, on le fait, parce que ça limite les ruptures de charge à droite, à gauche, et donc ça alourdit moins l'équation économique. Mais cependant, aujourd'hui, moi je travaille avec des marques de prêt-à-porter. Quand j'ai un produit qui est un manteau en cuir, etc., avec une tâche particulière, je n'ai pas forcément le process pour pouvoir retirer cette tâche, etc. Donc oui, je travaille avec des ESS sur des choses assez pointues. Moi, j'aime bien dire que chez Ricom, on offre une deuxième vie aux produits et une deuxième chance aux personnes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai accompagnement. Moi, mes entrepôts sont situés à la Courneuve. Je travaille avec la mairie de la Courneuve pour réinsérer des chômeurs de longue durée, des femmes seules, des personnes qui sortent de prison, etc. Donc, moi, je ressens que j'ai aussi cette mission sociétale et sociale au sein de Ricom. C'est quelque chose que j'essaye de porter... à mon échelle pour le moment. Pourquoi est-ce que ça a d'autant plus de sens ? C'est qu'aujourd'hui, et tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, la seconde main, ça vient générer des nouveaux métiers dans les entreprises, sur l'éco-conception, sur la manière dont on va parler aux clients, etc. Mais aussi au sein des entrepôts et de la revalorisation. Aujourd'hui, moi je ne recrute pas des préparateurs de commandes. Je prépare des personnes qui sont capables, lorsqu'ils voient un vêtement, de savoir si le produit est revalorisable, oui ou non. De comprendre quelle est la valeur de ce produit pour savoir s'il vaut mieux le mettre dans une machine à laver, le repasser, le désinfecter, le défroisser, le shooter, ou s'il vaut mieux adresser sa filière de recyclage. Et c'est pas du tout les mêmes métiers. Et évidemment, il faut que cette personne sache aussi préparer des commandes. Donc il y a un vrai changement aussi là de RH ou en tout cas de mission et de postes, et on recrute des personnes différentes par rapport aux clients qu'on a, aux typologies de produits qu'on a. Pareil, lorsque je revalorise un matelas, je ne recrute pas la même personne que si c'est de la revalorisation de prêt-à-porter. On parlait tout à l'heure de réparer des machines à laver, les techniciens, il y a aussi des vrais sujets manuels qu'il va falloir réinventer en France, qu'on a perdu, qu'il va falloir remettre sur le marché. Il va falloir qu'on retravaille avec des filières de formation, qu'on travaille avec des CAP, qu'on réouvre des filières, qu'on finance ces filières, etc. etc. Aujourd'hui, on travaille sur de la chaussure. J'ai un atelier de cordonnerie dans mon entrepôt. Et je galère à retrouver un cordonnier, parce que ces métiers ont complètement disparu. D'accord ? Donc il y a vraiment cette notion, au-delà de la difficulté logistique, de la difficulté de rentabilité, il y a comment est-ce qu'on met les personnes derrière qui ont le savoir-faire, et il y a plein de personnes qui l'ont. Il faut les trouver, il faut les former ou les reformer. Il faut effectivement remettre de l'argent sur la table et mettre les investissements à hauteur de nos ambitions. Merci Guillaume. On va passer sur la dernière partie qui sera sur le ROI de la seconde main. Quand on parle de rentabilité, on parle de rentabilité financière, on pourrait parler de rentabilité environnementale ou écologique. On est en pleine période où la CSRD se met en place, et tous les joyeux acronymes que tu as pu nous citer, Nicolas. Toi, côté Bike, côté ProBike, est-ce que tu as des rapports non financiers justement que tu souhaites mettre en place, que tu as mis en place
justement pour calculer l'impact environnemental de Bakkt, notamment sur le tonnage de CO2, etc. Est-ce que c'est un sujet que tu es en train d'approfondir? Est-ce que c'est un sujet qui va devoir être approfondi aussi avec les nouvelles réglementations? Je sais que je parle à un directeur marketing, mais des fois, il faut aller dans les chiffres. Donc, c'est quoi ta position là-dessus? C'est une question piège. Non, c'est une question piège, je dis ça parce que il y a un truc sur lequel moi je lutte plutôt, on n'a pas du tout parlé, mais au-delà de tout ce qu'on dit, il y a aussi un énorme bullshit autour de la seconde main et moi je porte pas du tout ce message là. On est et je l'ai dit au tout début d'entrée de jeu en disant c'était une opportunité business initialement et ça reste le cas. Et moi quand je vois plein d'acteurs des fois dans la seconde main qui mettent en avant effectivement pas mal de sujets sur le CO2 économisé, etc. C'est génial, je trouve que c'est super. Et moi personnellement d'avoir lancé cette activité-là, je trouve ça génial et ça m'anime d'être dans cet univers-là, mais c'est pas pour autant qu'on veut l'afficher plus que ça et en faire un argument, parce que d'une part je trouve que c'est assez prétentieux, parce qu'on l'a pas dit aussi dès le début, mais c'est que en fait tous les acteurs qui sont dans la seconde main, on n'invente rien. C'est-à-dire que les acheteurs, les gens, ils font déjà en fait de la seconde main, et ça me permet de rebondir un peu sur ce que tu disais aussi tout à l'heure. On n'en a pas forcément parlé, mais quand il faut convaincre encore des marques de s'intéresser à la circularité, à la seconde main, je trouve ça hallucinant, parce que il suffit juste de regarder un peu le monde dans lequel on est, de voir qu'en Europe, il y a je crois un consommateur sur deux qui a déjà acheté de la seconde main. On sait que les derniers rapports là, sur les sites web les plus vus en France, je crois que sur les 4, il y en avait 2 qui étaient Vinted et Le Bon Coin, pour pas les citer. Donc en fait, ils sont là, les gens, ils achètent de la seconde main. Quand on a lancé Bakkt, il y avait déjà des gens qui achetaient des vélos de seconde main. Et en fait, ce qu'on doit faire, à mon sens, c'est faire en sorte que de simplifier ça. Nous, c'est ce qui nous anime avec Bakkt, c'est de se dire, il y a déjà des gens qui achetaient des vélos sur Le Bon Coin. La problématique, c'était que ils pouvaient pas forcément les envoyer. Ok, on va faciliter ça pour faciliter les transactions entre les gens, mais ils avaient déjà envie de vendre leur vélo, et il y avait déjà des gens qui avaient envie d'en acheter d'occasion. Donc ça, je pense que c'est un truc qu'on porte vraiment. Et évidemment derrière, nous, à chaque fois qu'on fait des transactions sur la plateforme, et que je vois que ce matos-là, cette fourche, cet équipement, cette paire de chaussures, cette paire de pédales, ce vélo, plutôt qu'il traîne dans un garage, il a été revendu, il y a quelqu'un qui l'utilise. C'est génial, et je trouve que c'est super qu'on soit acteur là-dedans. Maintenant, effectivement, je suis pas du tout à l'aise avec le fait, même en interne, de communiquer en disant un jour on s'est amusé à le faire quand même, d'analyser potentiellement le CO2 gagné en calculant potentiellement, comme on connaît le poids de tous les produits qu'on a vendus, de calculer le poids effectivement. Voilà, c'est amusant, c'est chouette, ça va être joli sur une slide, ça va peut-être plaire à des gens dans le groupe, mais moi, c'est pas ce que je vais pousser, c'est pas ce qui va nous animer, c'est pas ce qui va driver toutes les équipes et ce qui nous anime au quotidien, de dire vas-y, on continue de développer ce truc-là, c'est super chouette. Voilà. Bon, je t'avoue que je m'attendais totalement à cette réponse, donc j'ai aucun sujet là-dessus, et justement, c'est là que j'allais te chercher, c'est que tu incarnes aussi le fait que tu vas avoir cet impact de seconde main, mais en étant très focus business. Et ça, c'est aussi un point qui est assez rare pour être souligné, c'est qu'on a souvent, et c'est pour ça aussi qu'il y a les rapports extra-financiers qui sont hyper importants, c'est qu'il faut bien trouver une raison pour certaines personnes à aller justement sur la seconde main. Donc l'utilité des rapports extra-financiers, mais toi, finalement, c'est le business, et justement, tu vas permettre de faire de la seconde main, mais très business-centrique. Donc je trouve que c'est quand même une bonne raison d'être, justement, parce que tu fais du bien, entre guillemets, à la planète, mais en ayant un focus très business. Oui, juste, je rebondis parce que tout à l'heure, tu disais, effectivement, il y a un point qui est important, c'est de se dire, on lance ce projet-là, et il faut, je sais plus
comment tu l'as dit, mais il faut s'assurer que lorsqu'il y aura un coup dur, il va continuer. Et je pense que c'est un point hyper important. Et effectivement, le fait d'être dans une dynamique où on se dit on va essayer d'être rentable et ce projet-là, il va continuer, je pense que c'est obligatoire. On n'est pas, si on commence à lancer le truc en disant ouais, là il y a une tendance, on surfe dessus, et puis dès qu'il y a un coup dur, bon, bah, on va dire bon, on arrête, on met plus de budget dessus, c'est foutu. Mais si on a montré que le projet il continue de grossir, qu'il est maintenu, qu'il est contrôlé, qu'il est rentable, eh bien on va pouvoir continuer à le faire vivre. Et je pense que c'est un point hyper important de tout projet seconde main ou circulaire, c'est qu'il soit aussi autonome et qu'il puisse continuer à vivre. Je pense que c'est la responsabilité aussi des porteurs de projets, effectivement. Je trouve ça très bien que tu rappelles qu'un business doit d'abord assurer sa viabilité économique. Voilà. Le seul petit détail, c'est que finalement, les conditions pour que cette rentabilité perdure vont être de plus en plus difficiles à réunir. Et alors, ça nous amène, on a la thématique là, de cette partie-là, c'est le ROI. Donc, tu as évoqué la partie financière. Mais si on prend l'angle financier en disant avec des nouvelles contraintes, avec la CSRD, avec la loi AGEC, avec le renchérissement des matières premières parce qu'elles seront plus rares, avec finalement aussi la mise à l'échelle de certains processus logistiques pour que finalement ça coûte moins cher de collecter, recycler, trier, etc. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un chemin vertueux et qui va aussi satisfaire des actionnaires qui auraient plutôt une vision d'abord financière? Alors, vous pouvez répondre. Toute petite précision, et je pense qu'effectivement tu dois envoyer des signaux de confiance en étant business first et impact qui est la conséquence, et vous avez un bel impact, donc bravo. Et en même temps, en parallèle, malheureusement, on a 6 limites planétaires sur les 9 qui ont été dépassées, et on se doit de monitorer notre avancement des impacts pour s'assurer qu'on va juste pas prendre le mur à 4 degrés et plutôt à 3 vu comme c'est parti. Donc je suis d'accord, il faut pas que ça devienne la contrainte qui met du poids. Ces sujets, ça doit être de la joie, de l'énergie. C'est beau de faire du business, d'être utile au monde, mais on a cette contrainte de mesurer quand même nos compteurs à combien ils sont, parce que globalement la biodiversité c'est dead, l'eau douce c'est dead, le réchauffement climatique c'est dead, l'azote et le phosphore c'est dead, voilà. Et je ne vais pas vous faire les ciseaux, les deux qui manquent, mais on a un devoir de mesurer, parce que cet indicateur, tôt ou tard, on va le prendre dans la gueule, que ce soit humainement si on ne décide pas que c'est intégré dans l'entreprise, ou alors ça deviendra une dette qu'on ne paye pas depuis 1850 et qui tôt ou tard va devoir être intégrée dans la compta des entreprises. Donc il faut le mesurer, et en même temps, tu as raison, on ne donnera envie aux entreprises que d'aller sur ce business que si derrière il y a de la création de valeur économique également. Et après, moi, culturellement, il y a 2 choses à travailler dans l'entreprise. Le ROI, c'est bien, mais c'est une conséquence. C'est un return on investment, mais c'est dire quoi investir, en fait. Et les 2 sujets qui doivent être travaillés avec les actionnaires dans l'entreprise, c'est le rapport à la performance. C'est quoi la performance? Allez regarder l'étymologie du mot performance. C'est ce qui est fait, ce qui est constitué, pas ce qui fait toujours plus. Donc, déjà, on a un peu tordu ce nom. Est-ce que la performance, c'est toujours plus? 3 petits points, vous mettez ce que vous voulez derrière. C'est à poser. Ça peut être autre chose. De biodiversité, a priori, oui. Mais c'est pour ça que ce sujet de l'écologie, c'est devenu un truc, il ne faut pas parler de décroissance parce que c'est pas bon, il ne faut pas parler t'as raison, de rapport machin, parce que si on parle que de CO2, on n'a plus d'euros économiques, on va devoir licencier. Non, enfin, c'est un beau sujet à adresser sur le plan intellectuel, sur le plan stratégique, sur le plan humain, c'est canon. Et mettons de la joie et de la fierté dans ce truc, quoi. Et donc c'est quoi mon rapport à la performance dans l'entreprise? Ça veut dire quoi performer? Il y a de l'économique, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut reconnaître. Et le deuxième élément, c'est la valorisation. J'ai une valeur d'entreprise, c'est un multiple de chiffres, c'est un multiple d'EBITDA, c'est un multiple de cash flow net. Ok, mais on ne prend pas en considération d'autres éléments sur lesquels l'entreprise a une plus-value incroyable, humaine. Il y a des boîtes fantastiques qui ont des collaborateurs qui sont pleinement épanouis, qui créent plein de valeurs. Environnementale et de manière générale autour de toutes les limites planétaires et pas simplement une seule. Une boîte qui pète son parking pour mettre de la pelouse et des arbres, putain, ça vaut quelque chose. Pourquoi on ne lui donne pas une valorisation? Alors elle ne sera peut-être pas économique, mais elle sera autre chose. L'enjeu derrière,
et j'ai une pensée pour ces actionnaires, c'est de sécuriser leurs actifs. Et leurs actifs, c'est pas que du pognon. C'est des belles entreprises, c'est des centaines de millions de collaborateurs à travers le monde, c'est des foyers qui vivent avec leurs revenus. Enfin, ça on peut pas leur jeter des pierres. Il faut les aider à sécuriser tous ces actifs. Et donc réfléchissons à cette notion de performance et de valorisation, et ensuite on posera les bons ROI. Alors du coup, est-ce que la CSRD va finalement offrir un champ de contraintes pour faire progresser convenablement, ou est-ce que on va être plus davantage dans des nouvelles compliance qui vont faire bosser finalement des cabinets sur des choses très techniques qui perdront un petit peu le fil? Enfin, j'ai un peu répondu. Il suffit de regarder les gros cabinets et les quelques directions qu'ils prennent récemment. Ah bah tiens, on peut faire plein de pognon dans ce domaine. Et en plus, un rapport, ça va faire au moins 180 pages, donc ça fera plein de slides. Les rapports, je m'en tape. Je pense qu'il faut les supprimer. Ils ne servent à rien. Moi, j'ai fait un peu extrémiste. Moi, par contre, la comptabilité, ce sur quoi bosse Faber, c'est essentiel. Parce que la triple comptabilité. La triple comptabilité. L'update des normes IFRS pour intégrer des éléments extra-financiers dans la boîte. Ça, c'est factuel. La comptabilité, c'est un métier. On compte. Mais faire des reporting pour se entre guillemets satisfaire et sécuriser, ça sert à rien. C'est un temps monstrueux et un pognon monstrueux pour au final juste constater qu'on est en retard. Enlevons-les et mettons le pognon ailleurs, quoi. Ouais, désolé s'il y a des cabinets de CSRD ici, mais je crois pas. Ok, on va clôturer puisqu'il est midi moins 10 et c'est le moment de prendre des questions dans la salle. Donc, je vois déjà une question. Je vais passer le micro. Oui, bonjour, Philippe Sens, Société Alixir. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis 1h30. Je m'impatiente pour la poser. J'ai assisté à une soirée incroyable mercredi avec Emery Jacquia, qui est l'ancien patron de la CAMIF. Et donc, il nous a exposé pendant 1h30 toute la mise en tension qu'il a réussi à faire à la CAMIF et tous les résultats positifs qu'il a réussi à générer grâce à cette mise en tension. Selon toi, Nicolas, cette notion d'entreprise à mission, est-ce que c'est un vecteur suffisant pour permettre en effet aux entreprises d'aligner l'ensemble des collaborateurs sur cette ambition sociétale et environnementale? Je ne suis pas fan de toutes les certifs, les machins, les trucs. Il en faut, c'est bien, mais c'est juste le rôle du DG, du CODIR et de l'actionnaire de faire ça en fait. Donc, être obligé de passer par Bicorp, entreprise à mission, etc. pour faire le job, je trouve ça dommage. Bon, maintenant, ça crée du boulot et du business et c'est très bien. Et les méthodes sont exigeantes, pro, etc. Donc, je respecte ça, mais enfin, en gros, on paye ces gens-là pour juste faire le boulot qu'on est censé faire quand on est DG, en fait. C'est quoi une mission? C'est quoi la mission d'entreprise? C'est quoi la stratégie, etc. Donc, par contre, en réponse à ta question, est-ce que une entreprise, c'est deux choses en fait. C'est son atome primitif. Vous prenez toutes les boîtes, il n'y a aucune boîte qui est née avec une volonté de faire du mal à quelqu'un. Elles ont toutes un atome primitif avec une envie de contribution au monde positive. On regardait récemment avec Mickaël les histoires de Danone, les histoires de la caisse d'épargne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, où c'était des citoyens qui mettaient de l'argent sur un compte pour financer des loyers pour des personnes à bas revenus. Et on peut prendre l'atome primitif et l'histoire de toutes ces boîtes, et en fait elles sont très belles ces boîtes. Donc, déjà, avant de repenser une mission, regardons pourquoi l'entreprise est née en fait. Et repartons de cet atome primitif qui a souvent été super bien formulé et qui a pas besoin d'être formulé, et en prendre soin. Et si effectivement on se rend compte que cette entreprise ne veut plus avoir de contribution positive au monde, elle peut être amenée à disparaître et c'est pas grave. On peut recréer quelque chose derrière, ça peut y avoir un rebond, et on lutte absolument contre la mort des entreprises. Il y en a peut-être qui doivent mourir, mais ça ne veut pas dire tout péter, tout jeter à la poubelle, et puis on peut faire un transfert d'actifs, de personnes, etc. Et après, une chose est sûre, c'est que si à un moment donné l'actionnaire, les décideurs, quels qu'ils soient dans l'entreprise, ne se mettent pas autour de la table en disant comment on crée les conditions
pour oser aller dans cette nouvelle direction, et on parlait de l'économique, des investissements, etc., s'il n'y a pas un petit supplément d'âme qui met de la joie, de la fierté, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est, je pense, un point essentiel de passer par là. Voilà. Et ça peut être fait en interne ou passer par des entreprises annexes. Merci François. On a parlé un peu de la mode tout à l'heure, de ce qui marchait en circularité, ce qui ne marchait pas. On a un peu bossé dessus et moi j'arrive à une espèce de conclusion que c'est la durabilité du produit qui est au cœur du truc. Sa durabilité, elle implique un coût plus fort et on voit qu'aujourd'hui il y a des modèles économiques qui marchent super bien dans le luxe. Voilà, Farfetch, ils font plus de bas de compte sur la seconde main que sur la première main. Mais le produit moyen, il est à 4200 livres. Et donc il y a des modèles, et le vélo, c'est un des sujets où il y a un modèle économique. Mais on a en France et dans le monde en général une espèce de mass market ventre mou où les produits sont de qualité trop médiocre pour subir plusieurs cycles de vie. Donc si on se dit que chacune se transforme et veut soutenir ça, on va vers une inflation. Et ça veut dire potentiellement renoncer à plein de comportements. Donc acheter moins souvent des produits qui durent plus longtemps, refaire renaître les métiers d'autrefois, hein, les cordonniers, repriser, etc. Et du coup, ça me questionne sur comment on rend ça socialement acceptable, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas une injustice forte comment, et je fais un peu une réponse en même temps, mais je vous laisserai réagir, est-ce qu'on va avoir un nouveau récit de société dans lequel, est-ce qu'il ne faut pas passer par là, dans lequel ça devient bien, cool, etc., de ne pas acheter plein de trucs tout le temps. Voilà. Bon, c'est un peu ouvert comme question, mais et je ne sais pas qui veut prendre. Je vais bien donner un début de réponse et passer le témoin, parce que vous avez bossé sur le sujet aussi. C'est une vraie bonne question, en fait. Si les entreprises de fast fashion et de low cost, de manière générale, même dans l'électroménager, avaient la réponse, ils l'auraient déjà mise en œuvre. Après, peut-être que Kiebi a quelques éléments de réponse à donner les concernant. Mais il y a beaucoup de produits Kiebi qui durent plusieurs générations. Depuis toujours, en fait. D'ailleurs, on se demandait, merde, est-ce qu'on ne fait pas trop de qualité à l'époque? Et on a dit non, on fait la juste qualité. Et quand le pantalon passe au petit frère et puis ensuite au cousin, enfin, il y a beaucoup de produits chez Kiebi qui ont cette vie-là. Hein. Et puis, on pourrait citer d'autres enseignes qui faisaient la qualité à petit prix. Donc, il y a un ADN qui est là, hein, de faire de la qualité à petit prix. C'était l'ADN primitif à la base. Hein. C'était surtout pas de la merde et des gens pauvres. Hein. C'était la mode à petit prix, il y avait la notion de qualité derrière. Donc déjà, revenir à cet ADN et dire, tiens, sur toutes nos collections, toutes les collections pour Kiebi, et ça vaut pour d'autres secteurs d'activité, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de produits qui sont déjà à un grade de qualité qui permet d'envisager au moins une seconde vie, voire une troisième vie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième élément dont on n'a pas parlé, il va falloir renoncer. Il n'y aura pas de transition du monde-là sans renoncement. Le toujours plus qui a généré beaucoup trop de gaz à effet de serre n'est plus supportable en l'état. On va passer à 8 milliards, 10 milliards d'habitants. Le modèle extractif, on a une raréfaction des ressources qui va arriver entre maintenant et dans 40 ans. On aura fini de taper dans toutes les ressources, les matières rares et les terres rares. C'est factuel. Donc si à un moment donné on ne renonce pas à cette notion de volume, on n'arrivera pas à shifter le modèle. Voilà. Maintenant, le renoncement, c'est aussi permettre d'ouvrir la voie à autre chose. Et c'est tant qu'on n'aura pas posé le renoncement, on ne travaillera pas l'autre chose. Donc la première étape, la première décision dont on parlait, c'est je renonce à... si je prends Zara et Shein, c'est encore pire. Hein. Je crois que Shein, c'est... j'ai une connerie, Zara, c'est 4 collections, 6 collections, 10 collections par mois. Et Shein, on est à 15, 20, 30, 40... Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, c'était complètement fou. Je ne sais plus. Ça, il faut renoncer. Ça n'a aucun intérêt. Et faire moins de collections, ça permet potentiellement de travailler plus sur la qualité, les coloramas, etc. Donc si je ne renonce pas à faire
4 collections par semaine, j'ouvre pas la voie à autre chose en fait. Voilà. Donc voilà les premiers éléments de réponse. Après, non, moi je vais compléter juste sur un point qui est, ta question, une partie de ta question était est-ce que ça va pas finalement devenir cool, tendance, etc. De consommer seconde main. Je pense qu'on y est. Peut-être pas ma génération, peut-être pas au-dessus, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, les jeunes consomment de la seconde main, sont fiers d'en consommer, l'assument, retournent au vintage, un peu plus travaillé avec un élément fashion, etc. Donc en fait, aujourd'hui, ça existe déjà, et je pense que c'est aussi cette génération-là qui pousse les marques, les retailers, etc. à se lancer dans ces projets-là. Et c'est super, et je pense qu'il faut s'appuyer dessus, ou en tout cas, je pense que les marques peuvent s'appuyer dessus en disant, en fait, il y a un vrai courant de fond derrière qui potentiellement nous pousse à aller dans ces économies-là. Et ça rajoute un argument en plus pour nous qui portons ces initiatives, quoi. Non, ouais, j'appuie complètement ce que tu dis et je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure où en fait c'est les individus, en fait c'est leur comportement qui trace la suite de l'histoire. Et effectivement, je pense vraiment que la seconde main, alors il y a une dualité en fait, c'est que à la fois on constate dans les générations plus jeunes que il y a un engouement autour de la seconde main et à la fois c'est eux qui consomment le plus sur Chine et autres. Et donc il y a une sorte aujourd'hui, je pense, de vraie dualité là-dessus. Mais moi, j'aime en tout cas à croire que la seconde main, c'est le futur. Et je pense que on va pas y échapper quoi qu'il arrive. Ça fait partie de la suite de l'histoire. Dans tous les cas, les ressources vont être limitées, etc. Donc la seconde main va forcément continuer à se développer. Et si en plus ça devient tendance, je pense que tant mieux quoi. J'ai cherché un truc dans mes notes pour pas dire de bêtises. Récemment, on a deux sociologues, donc Xavier et Sylvie Rigaud, qui dirigent une petite société qui s'appelle Unil, on a passé un peu de temps avec eux, et qui nous ont parlé ils nous disent votre mission c'est canon, mais si vous n'allez pas regarder les sujets des représentations sociales, on n'ira pas au bout de cette transformation. Et effectivement, notre société doit faire évoluer. Et c'est nous qui devons le faire, pas nos enfants et ceux qui sont après nous. Les représentations sociales, c'est quoi la notion d'être beau, de réussite, d'être cool aujourd'hui. Voilà. Et c'est probablement plus dans le plus gros, le plus cher, le plus volumique. Et c'est probablement autre chose. Et si ces représentations sociales n'évoluent pas, on n'y arrivera pas. Donc, et à nous d'incarner ces changements de représentation sociale. Voilà. Je prends ce micro puisque là je voudrais intervenir, non pas en tant qu'animateur, mais pour donner aussi mon avis à ton excellente question. Connaissant par rapport au textile, j'ai travaillé au printemps il y a fort longtemps. Et alors textile, mode, habillement, donc il y a différentes fonctions, différents paradigmes là, par rapport à ça, et il y a notamment celui qui est social, sociétal, l'image de soi. Et la mode a intrinsèquement dans son principe l'obsolescence. La mode se renouvelle. Voilà. Et donc, ça, finalement, est-ce que ça veut dire quoi demain être cool? Est-ce que c'est d'avoir la dernière tendance ou est-ce que c'est d'avoir un vêtement qui a été bien conçu, qu'on a utilisé plusieurs fois? Et donc, oui, c'est un changement de paradigme. On ne va pas dire que la mode va disparaître, certainement pas, mais elle va avoir des codes probablement un peu différents. Et dans le renoncement, je pense qu'il y a un petit danger, c'est qu'on ne va pas vers quelque chose qui devient austère, qui devient justement très très contraignant. Il faut donner une coolitude, l'impression de conserver sa liberté d'acheter. Simplement, on va acheter en conscience. Quand Shine dit, moi je te sors 5000 nouveaux produits dans mes collections tous les jours, et c'est cool, et tu peux y aller, il n'y a pas de problème, c'est des gens qui sont des imposteurs, qui créent des problèmes de manière irresponsable. Voilà. Et donc demain, je pense que le consommateur devra être un tout petit peu éclairé. Il ne doit pas laisser son cerveau à l'entrée du magasin, pas non plus son cœur et ses tripes. Voilà. Et pour rejoindre un petit peu le paradigme chapter 2, c'est la tête, le cœur et les tripes.
Merci Stéphane, également d'Alixir. Tu viens de parler du changement du consommateur qui doit évoluer, etc. etc. Je ne suis pas très convaincu que les gens vont évoluer par eux-mêmes et rentrer dans ce mode de consommation. Et je crois à titre personnel beaucoup plus en la puissance du marketing, qui est aujourd'hui très clairement au service de l'économie extractive, volumique, etc. etc. Et ce qui me remplit d'espoir, c'est le jour où cette puissance du marketing va se mettre au service de la seconde main, de l'économie circulaire et rendre ça cool. Je pense qu'en fait, c'est plus le consommateur qui devra avoir une prise de conscience, c'est simplement que les outils qu'on a utilisés sur ces 50 dernières années vont être au service d'autre chose. Et moi, je crois beaucoup plus, alors c'est pas une question, hein, c'est plus une remarque complémentaire, mais voilà, moi je crois beaucoup plus à la puissance du marketing qu'à la sensibilisation, que prendre les gens les uns après les autres pour leur dire c'est pas bien ce que tu fais, etc. etc. quoi. Donc le point de bascule, pour moi, il sera plutôt là. C'est assez intéressant ce que tu dis. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le principe du triangle de décision, etc. En fait, on est exactement là-dedans. Les consommateurs, les entreprises et l'État. L'État dit, en fait, c'est pas à moi de réguler ce marché, c'est les consommateurs et les entreprises. Les consommateurs disent, c'est à l'entreprise de me proposer des produits et à l'État de réguler. Et l'entreprise dit, moi, c'est les consommateurs qui font le marché et si à un moment donné, il y a une législation, je me mettrai en conformité. Donc en fait tout dépend le prisme qu'on prend. Là il y a un prisme consommateur, il y a un prisme entreprise et il y a peut-être un politique dans la salle qui dira non c'est pas mon rôle de réguler les marchés. Et donc c'est tout le problème en fait. C'est que potentiellement il faut être deux peut-être dans ce triangle pour arriver à vraiment changer les choses. Est-ce que c'est le consommateur et les entreprises? Est-ce que c'est l'État avec la loi AGEC et les entreprises? Est-ce que c'est un peu le... Je ne vais pas apporter de réponse au problème que je viens de poser, mais en tout cas c'est bien de l'avoir en tête et de régulièrement se challenger ou challenger ses proches pour se dire où est-ce qu'on se positionne dans ce triangle et comment est-ce qu'on peut essayer de faire changer les deux autres pointes du triangle. Voilà. Je rajoute juste un truc parce que ça m'a fait penser à l'historique aussi de Bikeud. Et je pense que sans rentrer du tout, pour le coup, je suis pas du tout rentré dans l'aspect politique ou sociétal de la conf, mais vous l'avez vu, je suis resté tout le temps sur le projet. Et en tant que porteur de projet, nous au départ, quand on a lancé Bike, c'était un sujet en fait. On s'était dit en fait, la seconde main, c'est un peu triste, c'est pas super funky. Et dès le début, on l'a lancé comme ça. Et ça s'est retranscrit dans le design du site, les messages qu'on mettait. On voulait que les mecs qui achètent un bike sur la plateforme, ils se fassent plaisir en fait. Et je pense que c'est un point qui est super important. Et au-delà de tout ce qu'il doit y avoir dans la société, je pense que à notre échelle, on peut aussi se dire, si on porte un projet qui est dans la seconde main, on va pas en faire un truc triste, on va faire un truc qui est sympa, qui plaît, qui donne envie. Et aujourd'hui, je pense que c'est un truc qu'on a carrément réussi. Les utilisateurs sur la plateforme, ils sont contents, ils nous disent c'est chouette, c'est cool. Et voilà. Et ça, je pense que c'est une manière aussi assez concrète de répondre à ce point-là. Et pour le coup, je te rejoins, c'est finalement du marketing, mais c'est aussi ce qui fait qu'un projet comme ça séduit et voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. Quand je disais que le consommateur évolue, il ne fait pas spontanément tout seul. Et c'est déjà cool, en fait. Vinted est déjà le champion, finalement, quand on regarde les volumes qu'ils font. La coolitude, ils l'ont réalisé. Et toi, tu l'as fait avec les vélos. C'est ça le truc de dire, c'est en tant qu'entreprise, il faut accepter que ce qu'on faisait avant va être peut-être un peu moins cool, et ce qu'on propose là maintenant, c'est ça qui va donner envie à tout le monde de s'y mettre. Bonjour, du coup moi, je m'appelle Camille Courmont. J'avais une question plutôt sur le côté business model. On est quand même resté sur du très transactionnel depuis tout à l'heure, donc tout est hyper intéressant. Mais on est vraiment sur j'achète, je revends. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres opportunités de modèles économiques autour de la seconde main, peut-être plus servicielles ou autre chose? Voilà.
Oui, mais je pense qu'il y en a encore plein qui vont être inventés. Peut-être la période où moi j'étais dans le fonds d'invest pendant 2 ans et demi, je voyais passer sur mon bureau peut-être 50 propals par jour de nouveaux métiers plus fous les uns que les autres. Je trouve ça absolument fantastique. Et oui, si on reprend les 5 briques, récupérer, réparer, réemployer, recycler, régénérer, dans ces 5 briques, il y a beaucoup de choses visibles aujourd'hui. Il y en a deux ici présentes. On parle de Vinted, on peut parler de Murphy qui fait la réparation d'électroménager, on peut parler de Celency qui fait la Second Life meuble. Il y a des sociétés qui sont en train de créer des hubs de réparation. Enfin, ils réunissent des réparateurs indépendants de machines à laver, d'électroménager pour en faire des petits pôles locaux. On peut citer Vitamine T puisqu'on est Euratechnologie, qui est l'ESS fondé par Pierre de Saint-Ignon, qui transforme plein de palettes en meubles bois. Et oui, donc il y en a énormément qui vont continuer à émerger. Mais on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Si chaque sujet est pris indépendamment, ce ne sera jamais rentable. Enfin, j'exagère. Toi, tu es rentable. Ce sera pas très rentable pour l'entreprise. L'enjeu, c'est vraiment de bien comprendre toute la dimension de l'entreprise et de regarder comment ces plots sont réunis les uns les autres de manière systémique et comment ça fait une réponse unique, comme il y a une réponse unique aujourd'hui pour les différentes entreprises dans la manière d'apporter une réponse aux besoins clients en fait. Et c'est pas des micro-sujets à plugger dans la boîte, c'est une chaîne de valeur qui va s'enrichir de plein de nouvelles étapes qui vont permettre de rendre sublime ce métier de la seconde vie et donc de le rendre rentable. Mais oui, il y en a énormément. Je vais rebondir sur ta question sur les business models. Effectivement, on s'est très focus sur l'achat-revente puisqu'on était sur un axe ROI et donc quelque chose de palpable. Quand tu parles de non transactionnel, on peut aussi penser à l'utilisation de la matière première au sein des entreprises, entre les entrepôts. Ça, on est aussi dans l'économie circulaire parce que si on commence à mieux transiter les matières premières d'une usine A vers une usine B quand on est en fin de production et de l'autre côté en début de production, on peut également penser finalement dans les magasins, s'il y a des besoins d'équipement d'un magasin A vers un magasin B. En fait, tu as énormément de cas d'usage dans l'économie circulaire. C'est vrai qu'on est resté vraiment dans l'achat-revente. Tu parlais du serviciel, je pense qu'on peut parler de la location, hein, clairement j'en ai parlé au tout début de la présentation, mais on est encore sur un prisme où finalement on doit aussi trouver les choses qui intéressent les personnes, et effectivement actuellement c'est le signal prix, donc oui, de la location et de l'achat-revente. Et on est aussi drivé par ça, par le signal prix et par une inflation qui est galopante actuellement. François parlait d'une inflation qui sera créée par l'éco-conception. Je pense qu'on n'a pas besoin d'éco-conception pour faire de l'inflation tout seul, donc je pense qu'on va continuer comme ça et explorer des nouveaux business models. Je suis complètement d'accord avec toi et on n'est qu'au début. On est vraiment balbutiant sur l'économie circulaire et on sera balbutiant tant qu'on ne trouvera pas finalement les gros acteurs qui feront et qui arrêteront l'époque. Tu parlais de la fin de l'époque. Ah ben je suis pas au courant. Voilà, je pense qu'on est encore en plein cette époque-là, mais je pense qu'on va finir par y arriver. Deux petits exemples dans le domaine du sport. Il y a Millet, je crois que c'est l'AFUMA qui viennent d'annoncer qu'ils ouvraient la réparation gratuite finalement de certaines pièces. Mais donc du coup, ça veut dire qu'ils intègrent finalement dans leur chaîne de valeur et un coût pour dire qu'ils sont OK pour cet investissement pour allonger la durée de vie des produits. Autre exemple, c'est Rossignol. Alors, ils sont sur plein de choses. Ils sont en train de reconsidérer le design à la base des produits pour les rendre durables, pour déjà aussi les biosourcer un maximum de matériaux. Et alors, la location de ski, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes puisque c'est une partie de leur business. Donc, c'est les gens qui leur achètent des dizaines de milliers de skis. Ils ne peuvent pas aller sur la location de ski. Par contre, ils sont en train ils réfléchissent fortement à louer des vêtements, en fait, des vêtements qui sont très onéreux, pour pouvoir finalement leur donner plusieurs vies pour avoir allongé leur cycle de vie. Voilà. Et il y a plein d'exemples, et je sais qu'il y a Decathlon qui ici sont en train de faire plein de choses. Donc il y a plein de modèles autres que la seconde vie, le seconde main.
On va peut-être prendre une dernière question, puisqu'on a dépassé un peu le timing, mais je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ouais, je vais faire très rapide. Ouais, chez Decathlon, effectivement, on travaille le sujet. Par contre, en marketplace, on est toujours encore sur une croissance économique, sur de la seconde main, mais encore sur du neuf à très long terme. Alors, en tout cas, ça n'est pas du tout dans une trajectoire à un moment donné de dire on va renoncer, comme tu disais très justement. Et dès qu'on n'est pas un objectif économique, on est en profit warning. Dès qu'on n'est pas un objectif planétaire, on n'est pas en planet warning. Donc on n'a pas encore appris à renoncer. On est évidemment sur ces sujets-là comme beaucoup, mais je ne connais pas d'entreprise qui disent moi je fais zéro croissance économique parce que je vais me concentrer sur l'humain, le social, l'environnemental. Comment on craque ce modèle? Est-ce qu'on sait le craquer en entreprise, ce modèle, côté actionnariat ou top management? Voilà. Alors, ce qui se dit ici reste ici, mais non, quand j'ai quitté ce bel écosystème de l'AFM au mois de juin, j'ai eu la chance d'avoir un bel échange avec certaines personnes, des actionnaires, et je leur disais en partant, il n'y a pas une personne qui doit endosser ce début de renoncement. C'est pas juste en fait que ce soit ou le client, ou le collaborateur, ou le DG, ou l'actionnaire. Enfin, on est dans un monde où toutes les parties prenantes doivent pouvoir profiter de cette transition d'une certaine manière. Et en fait, pour moi, c'est un triptyque. Il vaut ce qu'il vaut. Hein. Alors, déjà, il faut s'amuser à mesurer mon entreprise dans 5 ans au regard de la décroissance des matières premières, au regard donc de ce fait potentiellement de la première main, elle est dans quel état et que vaut mon actif? Juste projeter les actifs au travers d'une matrice de matérialité pour dire ça vaut combien cet actif. L'enjeu, c'est l'actif en fait. Ça vaut combien? Et là, potentiellement, je n'ai pas en tête une seule boîte qui pourra réaliser son double blanc, triplement de chiffre dans les 10 ans qui viennent. C'est une utopie. C'est une utopie. Pour des raisons de matière, pour des raisons de pouvoir d'achat, pour des raisons de géopolitique, pour des raisons climatiques, pour des raisons de crise économique. C'est une utopie. Donc déjà projeter ça et voir, tiens, potentiellement, je dégrade mon actif de 15%. OK. Donc je sais que j'ai une enveloppe de 15%, ou de 5%, ou de 3%. Juste ça. Et de le prendre en amont. Dire, voilà, ça, je vais l'anticiper aujourd'hui et le poser sur la table. Et je vais m'amuser à faire les chiffres pour une entreprise que je connais bien, mais il faudrait s'amuser à faire le chiffrage pour toutes les boîtes. Si aujourd'hui un actionnaire dit, tiens, pour les 3 ans qui viennent, je n'attends pas de croissance. Like for like. Sur le modèle central qui est première main. Juste ça pour voir. Même pas de -2, -5, -10, juste ça. L'argent qu'on met aujourd'hui sur la table pour faire 2, 3, 4, 5 points de croissance annuelle, c'est un peu le syndrome du pétrole. On doit toujours en mettre plus pour creuser plus profond, pour générer un peu de croissance et générer le même résultat. Vos têtes qui font oui, globalement, pour le modèle à grande distrib, c'est à peu près ça. Cet argent, si on le mettait juste sur la transition des nouveaux modèles, c'est des centaines de millions d'euros, voire beaucoup plus. Donc, on autorise cette stagnation, ça libère le DG pour mettre son énergie ailleurs, ça libère les capitaux pour les mettre ailleurs. Comme premier point. Deuxième point, ces capitaux, j'insiste, il faut qu'ils soient défiscalisés. Et troisième point, il est hors de question que l'actionnaire et les collaborateurs qui sont actionnaires de la boîte soient sanctionnés parce que pendant 2-3 ans, la boîte va faire 0 ou -1. Et donc de ce fait, trouver un accord avec les experts pour se dire, tiens, pour les 3 ans qui viennent, on vous valorise ces investissements mis dans une manière de calculer un peu différemment, mettre un peu d'extra-financier pour sécuriser la valeur. Et là, personne perd globalement. Mais ce triptyque, il faut le décider, le mettre en place. Il faut un truc pour démarrer. Alors, mon truc, il est peut-être complètement débile, et il faut bien un truc pour démarrer. Moi, j'ajouterais juste un point. Tu disais comment on le craque. Je ne sais pas si on peut le craquer, mais il y a un point sur lequel on fait assez rarement le focus, et je trouve que ça mérite de le faire. C'est que la croissance, c'est un peu un vilain mot, mais je pense que le truc à derrière, c'est plutôt comment on fait la croissance. Et c'est plutôt ça, en fait, le vilain truc. C'est on fait de la croissance parce qu'on met énormément, par exemple, de budget marketing.
c'est de la croissance qui est entre guillemets sale. Par contre, j'aime bien l'idée de dire on va essayer pas de faire plus, mais on va essayer de faire mieux. Et en fait, de ce que j'ai constaté sur pas mal d'expériences, c'est un truc que je fais, et en fait on s'aperçoit que en fait en faisant mieux, eh ben on fait plus par la force des choses. Et quand on dit fait mieux, c'est par exemple si je prends l'exemple sur Bike, c'est qu'on va dire on arrête de mettre du budget sur Google, mais on va se concentrer sur la plateforme, on va essayer de la rendre plus clean, de faire en sorte que les utilisateurs ce soit plus simple, etc. Et en fait ça change le focus qu'on a, et du coup on croit de manière, je trouve, beaucoup plus saine. Donc on fait de la croissance, mais c'est pas de la croissance que j'appelle picousée, où effectivement on dit bah ouais on investit. Donc oui, bien sûr on peut croître indéfiniment si on met toujours du budget. Par contre, de revenir un peu sur les basiques et de se dire bah comment on peut faire ça mieux, comment on peut arranger ça. Est-ce que faire mieux, c'est aussi faire mieux pour la planète? Et je suis convaincu que derrière les individus, les acheteurs, ils sont aussi conscients de ça. Donc je pense que c'est un peu un mindset à changer. Et ce qui est chouette, c'est que quand on fait mieux, souvent on fait plus, et c'est quand même plus sain, quoi. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non. Alors, on va terminer, puisque en plus on doit rendre la salle, et on a prévu un petit temps pour continuer à networker, à manger un petit peu, donc on est obligé d'arrêter là, mais on poursuit les échanges en dehors du plateau. Merci beaucoup à tout le monde, on peut les applaudir.